Donc bien le bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours de biochimie pour les deuxièmes années, et on va essayer aujourd'hui de terminer tout simplement le programme de biochimie de BTS Bioac. Normalement, si tout va bien, vous avez tous suivi les vidéos sur le métabolisme des acides gras. Donc on a fait le cours de biochimie structurale sur les lipides. Ensuite, vous avez vu au niveau du métabolisme, vous avez vu la bêta-oxydation des acides gras. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la suite du métabolisme des lipides. Et puis, une fois qu'on aura fini la suite du métabolisme des lipides, on verra le métabolisme des matières azotées, notamment des acides aminés. Et là, on aura complètement fini tout le programme de biochimie. Et puis, on pourra alors commencer, on pourra entamer les annales qui sont tombés en biochimie ces précédentes années. Donc si tout se passe bien, on aura tout le mois de mai, sauf la deuxième semaine. On aura donc 3 semaines au mois de mai pour faire uniquement les annales. Donc 3 x 3, 9 heures d'annales de biochimie, ce qui devrait vous permettre de voir ce qui tombe, de voir qu'il y a des choses qui tombent souvent, et ça vous permettra de réviser tout en travaillant, et ça va être super. Voilà, ça va vraiment, à mon avis, bien vous permettre quand même de vous préparer, c'est-à-dire essayer d'atteindre la moyenne. Ce serait vraiment super génial. Voilà, alors le métabolisme des lipides, suite. Alors pour commencer un petit peu ce cours, tout d'abord ce que j'ai voulu c'était vous mettre justement une photo du programme qui nous attend. Donc ça c'est extrait du programme qui est le fameux PDF sur le BTS Bioanalyse et Contrôle. Donc présentation des autres voies métaboliques. Alors pourquoi les autres? Parce qu'il y a la glycolyse, le cycle de Krebs et la bêta-oxydation des acides gras. C'est quand même 3 voies métaboliques. Ces 3 voies sont à connaître. Voilà, donc ça je vous ai suffisamment dit et prévenu. Donc les 3 voies sont à connaître. On doit vous présenter les autres voies, d'autres voies. Alors parmi elles, la biosynthèse des acides gras. Alors là il est écrit biosynthèse, c'est comment sont construits les acides gras. Vous avez vu précédemment comment ils étaient cassés, détruits, catabolisés. Bien là on va voir l'anabolisme, c'est-à-dire la création des acides gras. Et puis la biosynthèse et la dégradation des lipides plus complexes tels que les triglycérides et les glycérophospholipides. Okay, et on vous donne à droite, ce sont les détails du programme. On vous dit la présentation des autres voies restera sommaire, c'est-à-dire c'est juste à visualiser et à comprendre, c'est pas du tout à apprendre, c'est sommaire. On mentionnera le rancissement des aliments lié à l'oxydation des acides gras insaturés. Donc on doit faire un lien avec la STBI sur l'agroalimentaire et pourquoi les aliments se dégradent. On se limitera à un schéma général de la biosynthèse des acides gras. Donc cette fameuse biosynthèse, c'est juste un schéma général pour comprendre comment fonctionne cette biosynthèse. Et puis on devra localiser les acyltransférases qui participent à cette biosynthèse des lipides complexes. Donc voilà le programme pour ce chapitre. Alors tout d'abord, on va commencer par parler donc du rancissement des aliments. Donc qu'est-ce qui peut subir le rancissement? Le rancissement, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est tout simplement l'oxydation. Et on a déjà vu en biochimie structurale que les acides gras subissaient une oxydation. Ce sont les acides gras insaturés qui vont subir une oxydation. Et notamment les acides gras polyinsaturés. Alors eux, ils sont très très importants, parce qu'on en retrouve souvent justement dans les denrées alimentaires de l'industrie. Donc on trouve souvent ces acides gras polyinsaturés qu'on appelle les AGPI, qui sont vraiment très nocifs pour la santé. Il y en a beaucoup dans le domaine industriel. Et ces AGPI s'oxydent même à des températures très très basses, donc même à l'état congelé. Donc c'est vraiment un gros problème de santé publique. L'oxydation de ces lipides se fait donc en 3 temps. Tout d'abord, formation de radicaux. Donc on va voir ce que c'est que les radicaux libres, mais peut-être que vous avez déjà vu ça, les radicaux libres en chimie, physique-chimie. Puis ces radicaux libres vont se combiner entre eux. Et enfin, il va y avoir des associations de radicaux libres. Tout ça va conduire en fait à altérer les structures cellulaires des cellules. Et ces structures cellulaires des cellules étant altérées, eh bien l'aliment lui-même sera altéré. Petit rappel déjà sur les radicaux libres. Donc ici vous avez une molécule AB avec une liaison chimique. Cette liaison chimique
peut être rompu, c'est-à-dire cassé, de façon hétérolytique. Hétéro veut dire différent, d'accord? C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut partir avec les 2 électrons de la liaison, et s'il part avec les 2 électrons, ça fait une charge moins, donc là par exemple B-, il est parti avec les 2 électrons de la liaison, et l'autre se retrouve avec un électron en moins, donc il est A+. Donc là on a formé 2 ions, un cation et un anion. Ça c'est une rupture hétérolytique. Mais il arrive parfois, et c'est pas courant, mais c'est très néfaste, que la rupture de la liaison soit homolytique, c'est-à-dire que les électrons de la liaison vont se répartir équitablement de part et d'autre, donc on va retrouver le radical A et le radical B. Et ça pose un problème parce que ces radicaux vont engendrer la création d'autres radicaux. Il y a un effet d'expansion en chaîne qui va démultiplier les radicaux. On va avoir donc l'action des radicaux hydroxyle, donc OH point, et du dioxygène, donc O2, sur les lipides. Ça va conduire à la formation de ce qu'on appelle des peroxydes, et ces peroxydes de lipides vont être responsables des dégradations cellulaires, telles que les altérations des membranes, et donc la dégénérescence cellulaire. C'est pourquoi dégénérescence cellulaire, ça doit aussi nous faire penser finalement à la vieillesse, au vieillissement des cellules, et donc au vieillissement des tissus. Et souvent, c'est comme ça que c'est présenté dans les pubs, les crèmes anti-rides, anti-vieillissement, c'est avec des molécules anti-radicaux libres. Donc, finalement, ces radicaux libres vont conduire à la dégradation des tissus. En agroalimentaire, ça conduit à la dégradation des aliments. Donc voilà pour ce petit rappel sur les radicaux. Alors, au niveau de nos lipides, je reviens à nos lipides. Là, ici, vous avez donc c'est en anglais, hein, vous avez un lipide avec une insaturation, donc il a une insaturation ici, et il va se retrouver, c'est ce qu'on vous disait, avec un radical hydroxyle. Donc ça, c'est un groupement hydroxyle, mais qui est un radical, OH point. Et à ce moment-là, ça va conduire à la formation du lipide radical. Donc vous voyez, ça s'est propagé en fait. Le radical hydroxyle, il a envahi, si vous voulez, le lipide. Ce radical lipidique va rencontrer le dioxygène, O2, donc quand le lipide est à l'air libre, l'O2 va se mêler avec ce radical et va créer un peroxyde, un radical peroxyde. Ensuite, ce radical peroxyde va à nouveau rencontrer un autre lipide insaturé et va conduire de nouveau, donc en fait c'est une réaction en chaîne qui se multiplie. Donc le nouveau lipide insaturé va redevenir un lipide radical, etc., etc. Donc tous les lipides insaturés vont devenir des lipides peroxydés avec un radical. Et ça va conduire aux dégradations cellulaires. Donc le principal problème, formation de composés volatiles, aldéhyde et cétone, conférant une odeur désagréable, donc ça c'est pas si grave que ça, et donc c'est ce qu'on appelle, mine de rien, le rancissement. Alors un exemple classique du rancissement, c'est ce qu'on observe au niveau, donc là bien évidemment on vous a pris l'exemple de la barquette de beurre, le beurre c'est la matière grasse à l'état pur, et pourquoi il y a un espèce d'emballage étanche à la lumière mais aussi à l'air? Eh bien, c'est parce que justement on veut éviter l'oxydation. Qui dit oxydation de la matière grasse dit rancissement. Et quand on met cette plaquette de beurre 24 heures à l'air ambiant et à la lumière, à une température de 20 degrés Celsius, et qu'on déballe ensuite, eh bien on observe un beurre ici qui était emballé, donc qui a été protégé du rancissement, et ici vous avez un beurre qui est plus jaune foncé, qui a subi ce rancissement. Donc normalement il y a une altération des qualités organoleptiques, donc pourquoi pas des odeurs et au niveau du goût, mais c'est de la matière de toute façon qui est oxydée, donc c'est une altération du produit. Ok. Donc ce rancissement, peut être induit par différents facteurs, par la lumière, mais aussi par la température. Il peut être induit aussi par des métaux. Donc les métaux en contact de la matière grasse vont catalyser, favoriser justement ce rancissement. Et il peut être induit aussi, facteur favorisant, par la porosité de l'aliment. C'est-à-dire que si l'aliment a des crevasses, ça augmente la surface d'échange pour que l'oxygène vienne oxyder les matières grasses. On verra un des cas un petit peu plus tard. Donc il y a une formation lors du rancissement, une formation de radicaux libres qui vient altérer les aliments. Alors bien sûr, ce n'est pas que les corps gras purs qui subissent ce rancissement, c'est tous les aliments qui contiennent des lipides, qui sont sensibles au rancissement. Alors exemple, on vous a mis des exemples ici.
par exemple les produits laitiers. Bien évidemment, il y a une phase lipidique, vous connaissez les 4 phases du lait, normalement vous avez vu ça en STBI. Eh bien le lait non écrémé, le lait entier, est susceptible de subir le rancissement. Et il peut subir ce rancissement de manière très rapide, donc être oxydé et perdre ses qualités au niveau du goût, par exemple. La viande, les viandes hachées notamment, qui sont crevassées, donc plus poreuses, c'est-à-dire qu'elles donnent plus d'accès au dioxygène, mais aussi les viandes de volaille qui, elles, sont riches en acides gras insaturés, peuvent subir le rancissement. Assurément, le poisson, si vous avez fait justement le chapitre en STBI sur les poissons, vous savez que les poissons sont très riches en acides gras insaturés, donc ils sont très sensibles au rancissement, les poissons, à l'oxydation, donc ça c'est très embêtant. Et puis aussi certains végétaux, notamment les graines d'oléagineux, donc ces végétaux qui conduisent à produire de l'huile végétale, toutes ces graines, si elles ne sont pas correctement emballées à l'abri du dioxygène, dès que vous ouvrez le sachet, le dioxygène rentre et il peut atteindre les lipides insaturés et conduire au rancissement. Ok ? Donc voilà, on en a fini avec cette partie du rancissement des lipides. On va parler à présent d'une deuxième partie, à savoir la biosynthèse des acides gras. Préalablement, dans le métabolisme des lipides, on a vu le catabolisme des acides gras, c'est-à-dire la bêta-oxydation. Bien là, à présent, on va voir, mais vous n'avez pas à la retenir, d'accord? C'est juste pour vous devez à tout prix la comprendre. Et vous allez voir, c'est très intéressant parce que en fait, c'est la bêta-oxydation, la bêta-ox à l'envers. C'est ça qui est assez génial. Alors, bien évidemment, pas tout à fait pareil, mais vous savez que la bêta-oxydation, il y a 4 étapes. Et bien, vous allez voir que les 4 étapes sont quasiment à l'envers. Voilà. Alors, on nous dit la biosynthèse des acides gras est une voie métabolique essentielle du processus de lipogénèse. Que veut dire lipogénèse? Genèse, ça veut dire la création des novos, on construit de nouvelles molécules, et lipogénèse, c'est-à-dire qu'on est dans l'anabolisme, la création des lipides. Elle se réalise, cette biosynthèse des acides gras, par condensation. Donc on va rajouter des briques de carbone, de 2 carbones. Je vous rappelle que la bêta-oxydation va cliver les acides gras 2 carbones par 2 carbones. Donc vous enlevez des briques de 2 carbones, qui sont ces 2 carbones, l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA contient 2 carbones. Donc la bêta-ox enlève les briques de 2 carbones. Et bien la biosynthèse des acides gras va condenser. À 2 carbones, elle va rajouter 2 carbones, puis à 4 carbones, elle en rajoute 2, ça fait 6, au 6 carbones, alors, etc., etc. Et vous allez voir qu'en réalité, ça ne commence pas exactement pareil. C'est pas 2 plus 2. En fait, on va commencer par 3. Le 3, on va lui enlever un carbone, ça va donner un groupement à 2, et après, on lui rajoutera 2. Et ce fameux 3, c'est le malonyl-CoA. Ok ? Et l'ensemble de cette biosynthèse est catalysé par un complexe enzymatique géant, comme on a déjà vu par le passé, qui est l'acide gras synthase. Donc le nom fatty acid synthase, FAS, l'acide gras synthase, le nom est facile à retenir quand même. Alors première étape, comme je vous le disais, d'abord on fait la molécule à 3 carbones, le malonyl-CoA. Donc ici, très simple, le malonyl-CoA, donc là vous avez l'enzyme qui est l'acétyl-CoA carboxylase, qui a un coenzyme qui est la biotine, et il y a le dioxyde de carbone qui est en attente. Et en fait, cette enzyme, comme son nom l'indique, elle va prendre l'acétyl-CoA qui est ici, et elle va le carboxyler avec le CO2. Donc elle prend une molécule à 2 carbones, et elle lui rajoute un CO2. Bien évidemment, ça nécessite une activation. Il faut un apport énergétique. Donc il y a une molécule d'ATP qui est hydrolysée. À ce moment-là, cette enzyme, elle aura lié la biotine, ça c'était déjà fait, et en plus, grâce à cette liaison énergétique qui a été clivée, la biotine va capter le dioxyde de carbone. Donc ça y est, le dioxyde de carbone est lié à la biotine qui est elle-même liée à l'enzyme. Et puis arrive l'acétyl-CoA. Donc là on a un carbone, là il y a 2 carbones, le tout va être lié et ça va faire une molécule à 3 carbones. Donc 1, 2, 3 carbones. CoA, c'est le malonyl-CoA et on libère l'enzyme biotine. D'accord? C'est la première étape. Ensuite, on va faire une élongation de cette voie de biosynthèse, c'est-à-dire cette molécule à 3, on va lui rajouter 2 carbones. Alors, c'est pas 3 plus 2 donne 5, en fait, ce 3, on va d'abord le cliver
comme je vous le disais, pour faire 2, et après on en rajoutera 2. Alors ça sert à quoi? C'est quoi cette histoire de faire un 3 et de le cliver après à 2? Parce que en fait, ce fameux 3, quand vous le clivez, vous allez voir qu'on va créer, en clivant, on va créer une liaison énergétique. Et cette liaison énergétique va permettre ensuite, quand elle va être rompue, de libérer suffisamment d'énergie. Ça va faire une place énergétique importante qui va permettre de lier 2 autres carbones. Donc on va voir ça. Donc on vous dit la synthèse se fait grâce à un complexe enzymatique, multi-enzymatique. C'est l'acide gras synthase, la FAS. Et cette FAS va se lier à une autre protéine qu'on appelle l'acyle carrier protein. C'est le terme anglais, l'ACP. C'est-à-dire c'est une protéine qui va transporter un groupement acyle. Donc elle va aider en attrapant l'acyle en cours de formation. Et on verra que justement cette ACP, cette acide carrier protéine, eh bien, comme de par hasard, ça ne devrait pas vous étonner, elle possède un acide aminé, un résidu d'acide aminé de type cystéine qui a bien évidemment une terminaison SH. Et on a vu bien évidemment que ces terminaisons SH, c'est un des éléments importants, essentiels du coenzyme. Donc en fait, cette ACP, vous devez l'imaginer comme en fait un coenzyme. Mais ce n'est pas un coenzyme. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Alors, voici justement à quoi ressemble le coenzyme. Le coenzyme, c'est une très très grosse molécule, on en avait déjà parlé, mais elle se termine par SH. Eh bien, ce que vous devez comprendre, c'est que en fait, la protéine ACP, l'acyle carrier protein, c'est une protéine qui est construite de la même manière avec ce phosphopantéine, donc cette longue molécule, qui à la fin se termine par SH. Donc finalement, l'ACP, c'est comme si c'était un coenzyme. Et voilà la représentation schématique de l'acide gras synthase. C'est donc un complexe multi-enzymatique. Alors déjà, ce que vous pouvez voir avec le code couleur, il y a 2 couleurs, une couleur noire et il y a une couleur marron, c'est que en fait, c'est un complexe multi-enzymatique de 2 complexes. En fait, c'est un dimère, un complexe dimérique. Vous avez une partie noire et une partie marron, c'est-à-dire le tout est doublé. Par exemple, ici vous avez une déshydratase, ici vous avez une déshydratase, une dihydroacylréductase, etc., etc. Tout est en double. Et puis, en fait, ces petits ronds que vous voyez là, ce sont des activités enzymatiques. C'est un peu ce qu'on a vu quand on a parlé du complexe multi-enzymatique, la pyruvate déshydrogénase. J'espère que vous vous rappelez, l'étape 0 du cycle de Krebs, gros complexe avec 3 sous-unités enzymatiques à l'intérieur qui étaient répétées de multiples fois. Et bien là, c'est pareil. Vous avez de multiples activités enzymatiques. Et puis, on a aussi cette fameuse protéine ACP avec son groupement SH. Ok ? Tout ça, c'est que du détail, vous retenez pas. Alors on nous dit, chaque sous-unité, c'est-à-dire ces ronds, a une activité catalytique, c'est-à-dire une activité d'enzyme précise. Le substrat qui est en cours de formation, en fait, ne quitte pas le complexe, il va subir une multitude d'élongations de 2 carbones. Donc en fait, vous avez un substrat qui rentre à 2 carbones et il va être passé de rond en rond. Il va être passé de rond en rond pour subir une élongation, un cycle d'élongation. Donc 2 carbones, un cycle, 4 carbones, un cycle, 6 carbones, un cycle, 8 carbones. J'espère que vous vous rappelez, la bêta-oxydation, c'est tout l'inverse. Vous avez un acide gras, par exemple le palmityl-CoA, qui fait 16 carbones, et il va subir la bêta-ox avec les cycles, les hélices de Linène. Et à chaque hélice de Linène, on enlève 2 carbones, donc 16, 14, 12. Et bien là, c'est l'inverse. On démarre à 2, enfin, en fait, on démarre à 3, on enlève un carbone, ça fait 2, et on rajoute un 2, ça fait 4. Puis le 4, on rajoute un 2, ça fait 6, etc., etc. Et tout ça se passe dans ce complexe multi-enzymatique. Alors, je vous ai remis ici, alors, j'ai oublié de vous le dire, mais je vous le dis là maintenant tout de suite, ce cours que je suis en train de vous expliquer et de vous commenter, bien évidemment, je vous le mets en lien sous la vidéo, vous avez, ou au-dessus de la vidéo, vous aurez un lien qui vous permettra d'accéder au drive où se trouvera ce cours. Vous pourrez récupérer ce cours. Alors là, je vous ai mis ici une capture d'écran justement de la bêta-oxydation. Alors, elle n'est pas aussi épurée que celle que je vous avais glissée dans la vidéo sur la bêta-ox. Mais pourquoi je vous l'ai mise? Je vous l'ai mise pour vous rappeler les étapes de la bêta-ox, pour vous montrer que la biosynthèse de ces acides gras, c'est justement exactement pareil, sauf que c'est quasiment à l'envers. Alors, on démarre au départ, vous avez un acide gras lié à un coenzyme. On appelle ça un acyle-CoA.
Alors vous vous rappelez, ici il y a le CoA, je vais zoomer. Coenzyma, qui finit par son SH, et qui est lié par une liaison thioester. Donc là, il y a un acide gras, COOH. Ici, il y a un thiol, SH, c'est un thiol. Et thiol, c'est comme un alcool. Alcool plus acide, ça donne un ester. Mais ce n'est pas un alcool, c'est un thiol, donc ça donne un thioester. Donc ça, c'est l'acyle-CoA. Première étape, cet acyle-CoA va subir une déshydrogénation par l'acyle-CoA déshydrogénase. Donc en fait, on va enlever deux hydrogènes des carbones qui sont juste à côté, les carbones alpha et bêta. On enlève deux hydrogènes et deux électrons qui les récupèrent. Vous devez savoir ça par cœur, s'il vous plaît. Quand on enlève deux hydrogènes sur deux carbones qui ne portent pas d'oxygène, c'est-à-dire ce sont deux CH2, c'est obligatoirement le FAD qui intervient. Donc le FAD prend les deux électrons et les deux hydrogènes pour former du FADH2. Okay, et on obtient le trans 2,3-déhydroacyle-CoA. Déhydroacyle-CoA, c'est-à-dire qu'on a enlevé deux hydrogènes sur les carbones 2 et 3. Donc on a notre acide gras. Et sur les carbones 1, 2, 3, les carbones 2 et 3, il y a une insaturation. D'accord? On a formé une insaturation. Il y avait CH2, CH2. Alors ici, le reste, ici, on l'a décrit avec N-2. Et donc là, on a une insaturation. L'étape suivante, c'est une entrée d'une molécule d'eau. La molécule d'eau, donc c'est une hydratase, l'enzyme qui intervient, elle vient coller une molécule d'eau sur cette insaturation. Je vous rappelle que c'est la bêta-ox, et que je suis en train de vous dire que on va voir les étapes inverses. Donc retenez que là, on a enlevé des hydrogènes, ce qui veut dire que l'étape finale qu'on va voir tout à l'heure, ça va rajouter des hydrogènes. Première étape, on enlève des hydrogènes. Deuxième étape, rentrée d'une molécule d'eau. Donc tout à l'heure, on verra que l'avant-dernière étape, c'est élimination d'une molécule d'eau. Okay, donc une molécule d'eau va rentrer, l'enzyme c'est l'énoïl-CoA hydratase, parce qu'on va hydrater, et en fait la molécule d'eau, H2O, va se fixer en mettant un OH sur un carbone, le carbone bêta, et un hydrogène sur le carbone alpha. Donc l'insaturation devient saturée par un hydroxyle et un hydrogène. Et là, on a formé une molécule qui est hydroxylée sur le carbone 3, on appelle ça donc le 3-hydroxyacyle-CoA. L'étape suivante, eh bien, comme on a formé un alcool secondaire, c'est exactement pareil que dans le cycle de Krebs, eh bien, cet alcool secondaire, on peut l'oxyder. Intervient un coenzyme d'oxydoréduction. Rappelez-vous, quand on oxyde sur un carbone qui porte un oxygène, ce n'est jamais le FAD. Le FAD, c'est pour oxyder, c'est-à-dire enlever des électrons sur des carbones qui ne portent pas d'oxygène, comme on a vu en première étape de la bêta-ox. Troisième étape de la bêta-ox, donc il y a un oxygène, c'est le NAD qui intervient, le NAD+, qui devient NADHH+. Et donc, ce OH, ici, va devenir C-double-O. Ici. Donc on a le coenzyma, le céto, ici, puis le CH2, puis à la place du OH, on a un groupement céto. On a un bêta-cétoacide. Okay, et justement, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a un autre acétyl-CoA qui va venir rentrer ici. Et regardez bien ce qui va se passer ici. On va couper la liaison qui est là. Si vous coupez cette liaison qui est là, ça s'appelle une thiolyse. Ce n'est pas une hydrolyse, c'est une thiolyse. Parce que c'est le coenzyma qui coupe. Or, le coenzyma, comme on l'a vu, il a un groupement SH, c'est-à-dire thiol. Donc, ce n'est pas une hydrolyse, mais une thiolyse. Et quand on coupe ici, qu'est-ce qu'on libère? Ben, on libère CH2. Alors, il ne va pas rester CH2, il va devenir CH3. Donc, CH3, CO, SCOA. Et c'est quoi un CH3, CO, SCOA? Eh bien, c'est un acétyl-CoA. Donc, quand on coupe ici, on libère un chaînon à 2 carbones qui est l'acétyl-CoA. Il part. Pour pas que ce groupement céto il reste tout nu, là, ici, là, eh bien, il y a un autre coenzyma, HS-CoA, qui rentre. Et donc on se retrouve tout simplement comme si on était au début, c'est-à-dire avec un acyle-CoA. Sauf que ce nouvel acide CoA qu'on a formé, on lui a donc enlevé 2 carbones. D'accord? Donc ce n'est plus N-2 qu'on a formé, mais c'est du N-4. Donc on se retrouve avec 2 carbones qui va subir une déshydrogénation et on aura donc une insaturation. Donc là il manque, ça n'a pas été dessiné, mais il manque une insaturation. Donc on aura le 2,3 déshydroacyle-CoA, mais ici, ce ne sera plus N-2, mais N-4, puis après, ce sera N-6, etc. D'accord?
C'était juste un rappel sur la bêta-ox. Maintenant, je vais vous présenter ce qui se passe pour justement la biosynthèse des acides gras. Alors, je reviens juste sur les premières étapes. La première étape, comme on l'a vu précédemment, c'est tout d'abord, on forme le chaînon à 3 carbones, c'est-à-dire le malonyl-CoA. Donc je reviens ici. Donc, acétyl-CoA, 2 carbones, plus dioxyde de carbone. Donc là, c'est une étape de carboxylation. Intervient donc la biotine. C'est le coenzyme qui est capable de permettre une condensation d'un dioxyde de carbone. Biotine, retenez ça. C'est une vitamine qui permet de fixer le dioxyde de carbone. Et on forme, à partir du C2, on forme un C3 qui est le malonyl-CoA. Que devient le malonyl-CoA? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, l'enzyme, en fait, elle est ici. C'est ici que ça démarre. Que je ne vous dise pas de bêtises. Où est mon malonyl? Alors, attendez, je révise un petit peu. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, l'enzyme, au départ, elle est là. Cette enzyme, et elle contient, donc, il y a écrit enzyme ACP. Donc, il y a deux parties. Il y a l'enzyme qui a un groupement SH, qui est lié à l'ACP, qui a un autre groupement SH. Donc en fait, cette enzyme, c'est marrant, elle a deux groupements SH, comme si elle avait deux mains. Okay, et cette enzyme, elle va récupérer quelque chose qui libère du CoA SH. En fait, elle va récupérer quoi? Elle va récupérer un chaînon à 2 carbones qui est lié à du coenzyme A. C'est quoi? Donc en fait, cette enzyme, elle récupère l'acétyl-CoA. Donc vous voyez, la bêta-ox, elle crée et elle libère de l'acétyl-CoA. Et bien ici, c'est l'étape inverse, c'est-à-dire qu'on prend de l'acétyl-CoA. Donc l'enzyme, elle prend de l'acétyl-CoA et elle le met dans une de ses petites mains. Elle fixe ce chaînon à 2 carbones. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un truc bizarre, c'est que le chaînon à 2 carbones change de main. Il est passé du SH du bas au SH du haut, on s'en fout. Okay, on en est toujours au même point. Et que devient ensuite ce groupement-là? À ce moment-là, va rentrer le malonyl-CoA. Donc là, il y a 2 carbones. Et là, il y en a 3. Le malonyl-CoA rentre, et où est-ce qu'il va se caser? Il perd son coenzyme A, le malonyl-CoA, donc il y a 3 carbones qui vont venir se coller sur la deuxième main. Donc on se retrouve avec cette molécule-là. Au niveau de l'acide gras synthase, il y a 2 mains. Il y en a une qui a un chaînon à 2 carbones, et il y en a une qui a le chaînon à 3 carbones. Comme je vous l'ai dit, il y a ce groupement COH, ces 3 carbones, il y en a un qui est en trop. C'est ce fameux groupement COH qui va partir. Le groupement COH part sous forme de dioxyde de carbone, et à ce moment-là, ça permet de libérer de la place ici pour que le chaînon à 2 carbones vienne se coller dessus. Le nom de l'enzyme ici, c'est la cétoacyl synthase. Okay, cétoacyl synthase. Donc, vous avez une main, vous avez une deuxième main, et le groupement à 2 carbones qui était sur une main est transféré sur le groupement à 2 carbones qui était sur l'autre main. Entre-temps, on a enlevé ce dioxyde de carbone. Et donc là, on se retrouve tout simplement avec un groupement à 4 carbones. Okay, alors vous allez me dire, mais monsieur, ça ne ressemble pas du tout à la bêta-oxydation. On y vient. Regardez ce truc-là. 4 carbones avec un céto et un autre céto. Ça vous rappelle rien? On va revenir à la bêta-ox. Regardez ici. Un céto et un autre céto, donc 2 cétos. Quelle était l'étape d'avant? Eh bien l'étape d'avant, c'était justement que avant d'avoir ce fameux céto en bêta, on avait un groupement hydroxyle. Et ce groupement hydroxyle, alcool secondaire, on l'avait oxydé par du NAD+, qui devenait du NADH+. D'accord, on l'avait oxydé. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est ce qui va se passer maintenant avec ces 2 groupements céto. Eh bien, on va réduire. Donc, il faut un donneur d'électrons. Alors, vous pourriez vous dire, ok, bah on va utiliser du NADH+. Alors là, faites attention, nouvelle règle. Dans le métabolisme, quand vous oxydez, donc le catabolisme, eh bien vous utilisez du NADH+, ou du FAD. Mais quand, au contraire, vous faites de l'anabolisme, que vous voulez créer des molécules, c'est-à-dire quand vous allez réduire, c'est-à-dire apporter des électrons, eh bien ce n'est pas le NADH+, qui intervient, ni le FADH2 d'ailleurs, c'est le NADPH+, c'est le cousin. On en a déjà parlé, je vous rappelle, c'est quand on a fait une autre voie de biosynthèse d'anabolisme dans le cycle des pentoses. Okay,
Donc voilà, en fait, on va réduire un groupement céto. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc ici, on a un groupement céto, ici deux groupements céto, et regardez, ici, l'enzyme c'est une réductase, intervient le NADPHH+, ce NADPHH+, apporte les électrons, et donc ce groupement céto qui était ici devient un groupement hydroxyle. Et donc on obtient la molécule hydroxybutyryle. Pourquoi butyryle? Parce qu'il y a 4 carbones. Hydroxybutyryle. Quelle est l'étape suivante? On va regarder au niveau de la bêta-ox. Donc ici on a notre hydroxy. Quelle est l'étape qu'il y avait avant? Eh bien l'étape qu'il y avait avant, c'est on avait une insaturation et on a fait rentrer une molécule d'eau. Eh bien on a obtenu un hydroxyle. Donc l'étape inverse, c'est enlever la molécule d'eau. Donc on va avoir une déshydratase. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc à partir de cet hydroxyle intervient une déshydratase. L'hydroxyacyle, enzyme ACP, déshydratase. On enlève le OH et un hydrogène ici et on obtient notre fameuse insaturation. Le 2,3-acyl. Alors là pour le coup il ne s'appelle pas coenzyma puisque c'est l'acyle carrière qui le porte, mais c'est quasiment pareil. Je vous rappelle, vous n'avez pas à connaître par cœur, mais juste comprendre que c'est les étapes inverses. Alors pour le coup, cette voie métabolique ne s'appelle pas le 2,3-énoïl, il s'appelle le crotonyle. C'est marrant à retenir. Et l'étape suivante, rappelez-vous, quelle est l'étape suivante dans la bêta-ox? D'où venait l'énoïl, c'est-à-dire l'alcène? Eh bien, il venait justement du fait qu'on avait enlevé 2 hydrogènes, à partir d'un CH2, on avait enlevé 2 hydrogènes. Donc là, l'étape suivante de la biosynthèse des acides gras, c'est tout simplement, on va rajouter 2 hydrogènes. Donc vous avez une enzyme qui apporte les hydrogènes. Et qui apporte les hydrogènes? C'est encore, alors là on vous a mis FMNH2, FMN c'est un cousin du FAD, mais il y a aussi le NADPHH+. Donc si vous retenez NADPHH+, c'est très bien. Okay, donc on apporte 2 électrons, et on va donc former CH2, CH2. D'accord? Donc en fait, on va avoir ces doublesons CH2, CH2, et puis ici on vous a mis R, mais c'est peut-être un CH3, ou alors c'est peut-être 2 autres carbones, 2 autres carbones, 2 autres carbones, et CH3. D'accord? Donc on vous a mis R. En fait, c'est un acyle. C'est un acyle lié au groupe anthiol. Et ainsi de suite. On reprend depuis le début. D'accord? Donc, quand on est ici, là, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, quand on est ici, il y a 2, on va considérer que le R est un carbone, c'est peut-être un CH3, donc on a 2 carbones. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, va rentrer sur l'autre petite main, va rentrer un malonyl-CoA. 3 carbones, on enlève un carbone, on obtient 2 carbones, et on va rajouter ces 2 carbones, on va les rajouter à ce qu'on vient de construire là. Donc vous voyez que petit à petit, le malonyl est devenu 2, au 2 on a ramené 2, donc là on a 4, puis on ramène un malonyl, c'est-à-dire un 3, on lui enlève le dioxyde de carbone, ça fait 2, et à ce 4, on va lui rajouter 2, ça va faire 6. Et ainsi de suite. Vous êtes donc dans la biosynthèse des acides gras. Ok? Donc j'espère que vous avez compris, cette voie, elle est vraiment pas trop compliquée. On passe à présent à une autre voie que vous deviez voir, hein, je vous remonte un petit peu ici où c'est écrit, donc biosynthèse des acides gras, et puis biosynthèse et dégradation des triglycérides et des glycérophospholipides. Ce sont des lipides complexes. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, ici. Donc biosynthèse des triglycérides et des phosphoglycérolipides. Alors, j'espère que vous le reconnaissez. Alors, on va commencer par simple. Lui, là, 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones, hydroxylé, donc un trialcool à 3 carbones, ce n'est rien d'autre que le glycérol. Ce glycérol, s'il rencontre l'enzyme qui s'appelle la glycérokinase, rappelez-vous, une kinase, ça permet de phosphoryler. Il faut un donneur de phosphate, c'est l'ATP. À ce moment-là, vous allez phosphoryler le glycérol sur son carbone 3, enfin sur l'alcool de son carbone 3, et on obtient le glycérophosphate. Ok? Mais on peut très bien obtenir le glycérophosphate en passant par une autre molécule que normalement vous connaissez par cœur. C'est une molécule qu'on retrouve dans la glycolyse. Alors j'espère que vous en rappelez. Regardez bien cette molécule. Je vous laisse un petit peu de temps. 3 carbones, un alcool en C1, un groupement céto en C2, et puis un alcool estérifié par un résidu phosphate. C'est la dihydroxyacétone phosphate, le DHAP. C'est un des éléments
de la glycolyse. Autrement dit, écoutez bien, autrement dit, ça veut dire qu'à partir de sucre, du glucose, je vous avais dit, le sucre en C6 est clivé en 2 C3, le glycéraldéhyde 3-phosphate et la dihydroxyacétone phosphate. Et puis on avait vu que le dihydroxyacétone phosphate, ce DHAP, était transformé en glycéraldéhyde phosphate pour continuer la glycolyse. C'est vrai, mais parfois aussi, le DHAP va subir une simple réaction de réduction. Donc là intervient le coenzyme d'oxydoréduction sur un carbone avec oxygène, donc c'est le NADH H+ qui intervient, et on va réduire ce cétone pour former un alcool secondaire. Et on obtient donc, comme tout à l'heure, c'est-à-dire le glycérol phosphate. D'accord? Donc à partir de la glycolyse, on peut faire du glycérol phosphate, ou à partir du glycérol, on peut faire du glycérol phosphate. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a vu dans le cours sur la biochimie structurale des lipides, on a vu comment étaient construits les triglycérides. En fait, un triglycéride, c'est quoi? Eh bien, c'est un glycérol qui va être estérifié sur le carbone 1, le carbone 2, estérifié par quoi? Par 2 acides gras. Donc là, vous avez 2 acyl-CoA. Alors, je vous rappelle la différence. Vous allez avoir besoin pour l'exercice d'après. La différence entre un acyl-CoA et un acide gras. L'acide gras ne peut pas se fixer tout seul sur le glycérol. La liaison ester, elle ne se fait pas de manière naturelle. Il doit y avoir un apport énergétique. C'est ce qu'on appelle une activation. Donc dans le TD que vous aurez à faire tout à l'heure, vous verrez, on vous demande de décrire l'activation. Donc l'activation, elle se fait comment? Eh bien, il y a une molécule d'ATP qui est hydrolysée, et l'ATP, l'AMP, qui est un résidu de l'ATP, est lié au résidu d'acide gras. Donc on obtient un acyl AMP. Puis arrive le coenzyme A qui vire l'AMP et on obtient un acyl-CoA. Donc là vous avez 2 acyl-CoA qui arrivent, qui se présentent face au glycérol phosphate et qui viennent se lier. Et ça, ce n'est rien d'autre, on l'avait vu en cours, c'est l'acide phosphatidique. On est presque arrivé au triglycéride, sauf qu'on n'a pas encore fini. Étape suivante, cet acide phosphatidique va être clivé au niveau de son phosphate par une enzyme qui est une phosphatase. Ça va libérer ici ce glycérol lié à 2 acides gras qui peut alors fixer un 3e acyl-CoA et on obtient rien d'autre qu'un triglycéride. Les triglycérides, je vous rappelle, ce sont les molécules qui nous permettent de stocker les graisses. Donc toutes nos graisses qu'on a, nous les animaux, nos réserves de graisse, sont essentiellement sous forme de triglycérides. Et je vous le rappelle, au niveau métabolique, les triglycérides sont chargés en carbone. Tous ces carbones, si vous les clivez par bêta-oxydation, ça permet de faire beaucoup d'acétyl-CoA. Chaque acétyl-CoA en milieu aérobie permet de rentrer dans le cycle de Krebs pour faire beaucoup de NADH, H+, et FADH2. Et ces derniers, qui vont à la chaîne respiratoire, permettent de faire beaucoup d'ATP. Je résume en une phrase. Les triglycérides, réserves de graisse, sont donc un apport essentiel en énergie. D'accord ? Donc l'ours qui hiberne, il va accumuler des graisses pour finalement avoir un grand apport énergétique pendant l'hibernation. Ok ? Ça, c'était donc la biosynthèse des triglycérides. À présent, je vous présente, et c'est la dernière partie de ce petit élément de cours, on verra un autre cours après, la biosynthèse des phospholipides. Alors, petit rappel déjà, c'est quoi un phospholipide? Eh bien, là, on vous a représenté une bicouche lipidique, et là, vous avez un phospholipide. Okay, un phospholipide, c'est quoi? C'est un des éléments de la membrane. Ici, vous avez 2 petites pattes, ce sont les acides gras, donc 2 acides gras. Et ici, vous avez une tête polaire. Cette tête polaire, elle est constituée d'un glycérol avec un groupement phosphate. Et souvent, ce groupement phosphate est lié à une autre molécule polaire. Donc là, vous avez une grosse tête polaire et puis 2 résidus d'acide gras. Et tout ça forme ce qu'on appelle un phospholipide. Alors comment se forment les phospholipides? Eh bien les phospholipides vont commencer par se former à partir d'un acide phosphatidique. Je vous rappelle, l'acide phosphatidique c'est 3 carbones, donc c'est le glycérol, qui est lié à 2 acides gras, et le 3e alcool est lié à un résidu phosphate. Arrive alors une phosphatase. Cette phosphatase va enlever le groupement phosphate, et ensuite elle va
arrive alors une autre enzyme. Donc ces enzymes, hein, c'est très important, ces enzymes sont des enzymes qui sont membranaires. C'est-à-dire que les phospholipides sont créés à même la membrane. Et cette enzyme, qui est une transférase, va transférer un groupement polaire sur cet atome de phosphate, sur ce résidu phosphate. Donc dans le détail, vous avez ici une molécule de choline, on en avait déjà parlé, c'est cet élément noir, la choline, qui va être activée par une molécule énergétique, l'ATP, donc il y a un résidu phosphate qui est collé, et ça permet alors, cette activation, cette liaison énergétique va permettre alors de charger ici le CMP. Le CMP, vous devez comprendre que le CMP, en fait, c'est un transporteur. Alors, je vous rappelle, hein, A, G, C et T, ce sont des nucléosides, ce sont des bases azotées. Donc là, vous n'avez rien d'autre qu'une base azotée triphosphorylée. Donc, vous connaissez l'ATP, vous connaissez le GTP, on l'a vu dans le cycle de Krebs, et bien voici le CTP. Le CTP, vous devez comprendre que c'est une molécule qui permet de transporter les lipides. C'est ça qui est assez génial. On avait vu aussi l'UTP. C'est dans le chapitre sur le glycogène, la biosynthèse du glycogène. Donc là, on a le CTP, et le CTP, en fait, va venir se fixer. Donc ici, vous avez la base azotée, cytosine, plus un ribose, et puis un phosphate. Donc là, c'est le CMP. Le CMP a libéré PPI, parce que CMP plus PPI forment CTP, et se lie à la choline phosphate. Et donc là, vous avez toute une grosse molécule qu'on appelle le CDP-choline. Et c'est ce CDP-choline qui va venir se fixer au diglycéride. Pour rappel, le diglycéride, c'est quoi? C'est un glycérol phosphate qui va venir fixer deux acyl-CoA, donc deux petites jambes violettes. On élimine les coenzymes, puis on élimine le phosphate, donc une activité phosphatase. On a un diglycéride. Le diglycéride va récupérer à partir du CDP-choline, il va récupérer que la choline. Donc en fait, le CDP qui est là, ici, c'est un transporteur de groupements polaires pour former des lipides complexes. Et à la fin, on obtient un lipide très très connu, la phosphatidylcholine, qui est un des phospholipides de nos membranes. Ok? On en a fini avec ce cours sur les lipides. Et je vous rappelle, hein, il fallait voir de manière très schématisée. Présentation restera sommaire, le rancissement des aliments, la biosynthèse, on se limitera à un schéma général, donc c'est vraiment sommaire, c'est pas par cœur, la biosynthèse des acides gras, et puis la localisation membranaire des acyltransférases, c'est-à-dire ces enzymes qui permettent la biosynthèse des phospholipides. Donc biosynthèse triglycérides et glycérophospholipides. Ok? On en a fini avec ce cours-là. Attention, cette vidéo n'est pas terminée. Loin s'en faut, on n'a pas encore fini le programme. À présent, je vous montre un travail que vous avez à faire, que vous devrez me rendre. Un TD, un travail dirigé sur le métabolisme des lipides. C'est vraiment pas un TD d'un très 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 haut niveau, mais c'est d'un niveau correct. D'accord? C'est d'un niveau correct. Il y a juste deux exercices. Un exercice 1 avec un document à trous qui s'appelle document 4. C'est un extrait d'Anal. Hein. Document 4, document d'Atrou. Alors c'est sur la bêta-oxydation. Donc franchement, vous devriez y arriver. Et puis un exercice 2 qui pour le coup, lui va parler plutôt des triglycérides et qui va enchaîner sur la bêta-oxydation et qui va enchaîner aussi sur le cycle de Krebs. Donc un exercice 2 qui lui non plus n'est pas très compliqué, associé donc à un document qui s'appelle document numéro 3. Okay, donc un TD fait de 2 exercices très très simples que vous devrez me rendre pour le jeudi de la rentrée. Alors, première question, écrire la réaction d'activation de l'acide caproïque. L'acide caproïque, c'est un acide gras à 6 atomes. Donc déjà, cherchez sur internet à quoi ressemble l'acide gras qui est l'acide caproïque. L'activation, je vous rappelle que l'activation, ce n'est rien d'autre que faire l'acide caproïque associé au coenzyme, c'est-à-dire le caproïl-CoA. Alors, avant d'aller chercher partout à droite et à gauche comment se passe l'activation d'un acide gras, parce que ça c'était dans la vidéo sur la bêta-ox, eh bien, je voulais juste vous montrer ici que, ici, voilà où est l'étape d'activation, mais vous n'avez pas les détails. C'est pour ça qu'on vous pose la question sur le détail. Acide caproïque, acide CoA. Eh bien, il se trouve que dans l'autre document de l'exercice numéro 2,
on vous donne un peu plus de détails sur l'activation, mais pas de l'acide caproïque, mais de l'acide stéarique. Acide stéarique va donner le stéaryl-CoA et intervient une molécule 1. C'est à vous d'expliquer quelle molécule intervient. Et puis une molécule 2. D'accord ? Pour vous aider avec la molécule 1, regardez, il y a un résidu qui est éliminé, l'AMP. Donc d'où vient l'AMP? Il vient de cette molécule 1. Quelle est-elle? Ensuite, là, vous avez du CoA qui n'était pas là. Donc, quelle est la molécule 2? Voilà. Bon, globalement, c'est très très simple. Ça s'appelle l'activation de l'acide stéarique en stéaryl-CoA. Vous, on vous demande de dessiner l'activation de l'acide caproïque en caproyl-CoA. Ok? C'est tout ce que je vous dirai sur ce TD. Vous devez faire le TD en entier, me le rendre, et bien évidemment, il sera noté. Il comptera pour ce deuxième semestre. Donc, essayez de faire ça proprement. Vous avez du temps, vous avez Internet pour vous aider. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me poser des questions. Je ne donnerai aucune réponse, assurément. Aucune réponse du TD, mais je peux vous orienter, vous donner des indices si besoin. Ok? Dernier cours de biochimie, et on en aura fini de tout ce BTS. Et oui, il y a un dernier cours. Ce dernier cours, c'est le métabolisme des composés azotés. On a vu le métabolisme des glucides, on a vu le métabolisme des lipides. À présent, il faut parler du métabolisme des protéines et des briques constitutives des protéines, c'est-à-dire tout simplement des acides aminés. D'accord? Donc on va parler du métabolisme des acides aminés, c'est très important. Alors voici un extrait, une capture d'écran du programme, du PDF, donc du métabolisme en question sur les matières azotées. Activité protéolytique, protéo, ça veut dire protéine, lytique, ça veut dire lyse, processus de lyse, c'est-à-dire dégradation, donc activité de dégradation des protéines. Alors pourquoi les protéines sont-elles dégradées? Eh bien, c'est comme les glucides sont dégradés pour faire de l'énergie, c'est comme les lipides sont dégradés pour faire de l'énergie, mais pas seulement. Quand vous mangez des protéines, vous mangez de la viande par exemple, eh bien, vous mangez des protéines, les protéines musculaires des animaux, donc c'est des protéines, vous les dégradez en acides aminés, ces acides aminés passent dans votre sang, vont vers vos cellules, et vos cellules ont besoin d'acides aminés. Pour quoi faire? Eh bien, pour faire d'autres protéines, les protéines musculaires à vous. Donc il y a besoin de cette activité protéolytique. Mais on verra que ce n'est pas que ça. D'accord? On vous dit à ce propos, on détaillera les processus d'altération des aliments. Donc on va voir comment justement, à partir des aliments, on obtient les différents sous-éléments des aliments. Et puis on nous demande de regarder les réactions de décarboxylation des acides aminés. On enlève le CO2 des acides aminés. De désamination, on enlève le NH2 des acides aminés. Donc on enlève le NH2. Et puis les réactions de transamination, c'est-à-dire qu'un acide aminé, on enlève son groupe amine et on le colle à un autre acide. Et cet acide devient aminé. Donc à partir d'un acide aminé 1, grâce à un autre acide, on obtient un acide aminé 2, qui est un acide aminé différent. Ça s'appelle une réaction de transamination. C'est ultra important. Les transaminations, il faut bien les comprendre. Et c'est un processus qui a lieu dans votre foie grâce à des transaminases. Je vous en avais déjà parlé. Ces transaminases sont très importantes au niveau de votre foie. Elles permettent aussi de détoxifier toutes les toxines qui rentrent dans votre corps, comme les médicaments ou l'alcool. Bon, toutes ces toxines. Donc c'est des réactions au niveau de votre foie qui sont très importantes. Mais bon, là on va regarder ce qui se passe au niveau des acides aminés. On nous dit, on traitera de façon détaillée. Donc c'est pas juste survolé, là, pour le coup il faudra un petit peu connaître, en liaison avec le cours de microbiologie. Alors, pourquoi faire un lien entre la microbiologie et les réactions de décarboxylation, désamination et transamination? Eh bien tout simplement parce que vous avez dû voir en TP, par exemple, déjà, vous avez dû voir en TP de microbiologie des décarboxylases. Rappelez-vous, macrogalerie, lysine décarboxylase. Ça vous dit quelque chose, la lysine décarboxylase, LDC, le milieu LDC par exemple? Et oui, il y a des enzymes de bactéries qui leur sont spécifiques. Et quand vous découvrez que telle bactérie, elle a telle enzyme, eh bien vous pouvez lui faire un profil physiologique, dire telle enzyme, telle enzyme, telle enzyme. C'est comme une galerie API.
Donc à partir des macrogaleries, on peut orienter vers une bactérie. C'est pareil pour les microgaleries API. Vous avez intervention. Est-ce qu'il y a tel décarboxylase d'acide aminé? Est-ce qu'il y a tel des aminases? La lysine des aminases, l'histidine des aminases, etc. etc. Donc c'est toutes ces réactions-là qu'on va voir en détail. Alors tout d'abord, parlons de protéolyse. Alors vous allez voir, il y a différents cas, différentes manières de dégrader les protéines. Première manière, et on va toutes les voir en détail après. Première manière, il y a l'hydrolyse, la dégradation des protéines avec des enzymes qui vont être excrétées à l'extérieur de la cellule. C'est ce qu'on appelle des protéases. Donc c'est ça qui est assez amusant, retenez bien ça. Les enzymes s'appellent des protéases, c'est-à-dire ce sont des enzymes qui dégradent des protéines. Le truc qui est marrant, vous n'avez peut-être pas ciblé que le truc était marrant, parce que je ne me suis peut-être pas bien exprimé, c'est que les enzymes sont elles-mêmes des protéines, donc ce sont des protéines qui dégradent d'autres protéines. Ok ? Mais n'allez pas croire que c'est quelque chose de chaotique et que tout s'écroule, que toutes les protéines se mangent entre elles. Non, non. Ces protéases vont cibler à un endroit très précis des protéines cibles. Okay, c'est un profil d'acide aminé. Donc elles repèrent une séquence d'acides aminés type sur d'autres protéines et là, elles coupent. Donc il y a des protéases spécifiques de certains acides aminés. Et bien évidemment, j'espère que vous comprenez bien que les protéases ne vont pas couper d'autres protéases. D'accord ? Elles sont protégées. C'est comme si je vous disais que finalement, des ciseaux évitaient de couper des ciseaux. Vous comprenez ? Bon. Donc, ce que je tiens à insister là, pour le premier coup, c'est que ces fameux ciseaux, ces protéines, ces protéases, elles ne sont pas à l'intérieur de la cellule. Pourquoi c'est important ? Parce que dans le cytoplasme d'une cellule, il y a plein d'enzymes. Il y a les enzymes de la glycolyse. Ok ? Donc, mais pas que, il y a plein d'enzymes. Donc, si jamais il y avait en liberté un fou, c'est-à-dire une protéase, qui s'amuse à tout découper, ben ce serait foutu, la cellule serait morte. Donc il est ultra important que les protéases ne soient pas libres. Et donc ce que fait la cellule, c'est qu'elle envoie les protéases à l'extérieur, c'est-à-dire dans le milieu sanguin par exemple, ou alors c'est-à-dire dans le milieu extracellulaire. On va en reparler. Ça c'est chez les animaux. Chez la bactérie, c'est encore plus simple. Parce que la bactérie, c'est une cellule, donc à l'intérieur du cytoplasme, et elle va libérer les protéases à l'extérieur. Donc on est carrément dans le milieu extérieur. Okay ? Donc ça, c'est les protéases extracellulaires. Et vous avez compris pourquoi elles étaient extracellulaires, c'est pour éviter de tout déglinguer à l'intérieur de la cellule. Mais il y a une astuce, c'est-à-dire que les organismes eucaryotes ont trouvé une astuce. Ils se sont dit, oui, mais bon, ça va de libérer les protéases à l'extérieur, eh bien, elles reviennent jamais, et on les perd, et elles ne nous servent à rien finalement, elles sont perdues. Donc, si jamais on faisait des petites prisons à l'intérieur des cellules, donc des compartiments, pour mettre à l'intérieur les protéases. Et ça, vous le connaissez, je pense que vous avez vu ça en biologie cellulaire et moléculaire, en BCM, ce sont les lysosomes. Donc les lysosomes sont des compartiments internes qui enferment les protéases. Alors, ces protéases ne sont pas forcément activées, elles sont en dormance, elles sont en attente. Généralement, elles attendent que le pH soit modifié, premièrement, et que leur cible arrive. Parce qu'il va falloir faire rentrer leur cible à l'intérieur même du lysosome. Ça, c'est la deuxième partie. Et un nouveau mécanisme existe aussi à l'intérieur des cellules eucaryotes, mais pas chez les prokaryotes. C'est un espèce de tunnel. Les eucaryotes ont inventé le tunnel. Le tunnel à dézinguer les protéines, c'est ce qu'on appelle le protéasome. Alors c'est un énorme complexe protéique qui forme un tunnel et les protéines cibles vont être envoyées dans le tunnel par une étiquette. Toi tu es une cible, tac, je te colle une étiquette. Une fois que la protéine cible est étiquetée, elle est prise en charge par le tunnel et elle est aspirée. J'espère que vous vous rappelez, on va voir ça en détail, mais les protéines c'est une spaghetti qui est enroulée en une pelote. Eh bien, la spaghetti va être aspirée dans le tunnel, et au fur et à mesure qu'elle est aspirée, clac, 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 elle est découpée en ces acides aminés. À l'autre bout du tunnel, vous avez les acides aminés qui sont libérés. Et là, on en est toujours dans le même principe. C'est-à-dire que les protéases sont dans le tunnel, et elles ne sortent pas. Donc, le tunnel
est à l'intérieur de la cellule, comme les protéases sont à l'intérieur, eh bien, toutes les protéines du cytoplasme sont sans danger, sauf les vieilles protéines. Ok? Alors, tout d'abord, parlons de ce qu'est qu'une protéolyse. Une protéolyse, c'est donc le clivage au niveau de la protéine d'une liaison bien précise. Et là, il y a des rappels qui doivent vous revenir en tête. C'est ce qu'on appelle la liaison peptidique. Qu'est-ce que la liaison peptidique? Eh bien, la liaison peptidique, c'est ce qui unit deux acides aminés. Rappel, qu'est-ce qu'un acide aminé? Eh bien, c'est un acide, donc là vous avez un COOH, ici, qui est lié à un carbone alpha, c'est un carbone qui porte un hydrogène, et ce carbone alpha, c'est acide alpha aminé. Donc l'acide, sur son carbone alpha, porte un groupement amine, c'est un acide aminé. Et puis, sur ce carbone alpha, il y a une chaîne latérale. Et on a vu, ensemble, qu'il y a 21 acides différents, c'est-à-dire il existe 21 chaînes latérales différentes. Le plus simple, c'est la glycine. Cette glycine a pour chaîne latérale, ici R, qui est égale hydrogène. Donc si vous avez un hydrogène, ici, à la place de R, eh bien vous avez la glycine. Donc ça, c'est un acide aminé. Ici, c'est donc un deuxième acide aminé. Comment lier les deux acides aminés? Parce que quand vous prenez un acide aminé que vous liez à un autre, vous formez quoi? Vous formez tout simplement un dipeptide. C'est-à-dire c'est le début d'une protéine, mais on n'en est qu'à deux. Puis vous rajoutez un autre acide aminé, vous formez un tripeptide, tétrapeptide, pentapeptide, etc. Oligopeptide, c'est que vous êtes à 8, 10 acides aminés. Okay. Et puis, petit à petit, oligopeptide, après vous allez former une protéine. Okay. Alors voilà, on a ici un dipeptide. Et bien ce dipeptide, comment il est relié? Eh bien tout simplement entre la fonction acide et la fonction amine, ça c'est de la chimie. Quand il se lie, acide plus amine, ça forme, acide plus amine, pardon, ça forme une amide. Donc là vous avez une liaison amide, C-O-N, c'est une liaison amide, ça s'appelle une liaison peptidique. Eh bien, pile poil, cette liaison peptidique, donc cette amide, cette liaison peptidique, peut être hydrolysée. Et c'est bien ici, non pas une thiolyse, mais une hydrolyse. C'est-à-dire qu'intervient une molécule d'eau. D'accord? Donc, tout ça se passe bien évidemment catalysé par une enzyme. La molécule d'eau, elle ne peut pas intervenir toute seule. Hein. Vous lancez une molécule d'eau sur une protéine, il ne se passe rien. Il faut que la molécule d'eau soit dans un cocon bien précis avec la protéine cible. Et ce cocon, ce n'est rien d'autre que l'enzyme, c'est-à-dire la protéase. Donc la molécule d'eau rentre dans la protéase, la protéine cible rentre dans la protéase, et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, la molécule d'eau va se retrouver en face de la liaison peptidique et elle va se cliver en deux, elle va mettre un groupement OH d'un côté, par exemple sur le céto, donc là vous avez votre groupement OH, alors OH ou oxygène, peu importe, et les deux hydrogènes ici vont lier sur l'hydrogène qui est ici, et donc deux hydrogènes vont former la fonction amine de l'autre côté. Et vous avez donc rompu la liaison peptidique et vous avez obtenu deux acides aminés. Alors deux acides aminés si c'était un dipeptide, mais si vous partez d'une protéine et que vous coupez les liaisons peptidiques les unes après les autres, eh bien vous libérez les acides aminés. Donc voilà comment fonctionne la protéolyse. D'accord? Alors, en aparté, j'en profite pour vous dire que une protéolyse, c'est donc une hydrolyse, et par conséquent, ça fait partie des hydrolases. Donc si on vous demande quelle est la classe d'enzymes, c'est une classe 3 classique. Alors voilà différents types, retenez pas ça, mais ces différents types de protéases qui existent parce qu'on s'est rendu compte que, eh bien, il existe une multitude de protéases, mais qu'elles étaient regroupées en 4 grandes familles. Vous avez des familles, par exemple les protéases à aspartate. Pourquoi on les appelle des protéases à aspartate? Parce qu'elles ont deux résidus aspartate. Je vous rappelle que la chaîne latérale de l'acide aspartique, qui est un acide aminé, c'est CH2, CO-. CH2, CO-. Ça, c'est l'acide aspartique. C'est un résidu d'acide aminé. Eh bien, le site actif possède deux aspartates face à face, et cette conformation tridimensionnelle est pile poil pour permettre justement de maintenir à un endroit bien précis une molécule d'eau, et cette molécule d'eau va se retrouver pile poil en face
d'une liaison peptidique. C'est-à-dire que le reste du site actif va faire rentrer la protéine cible et va mettre pile poil en face de la molécule d'eau sa liaison peptidique. Donc ça, c'est les protéases à aspartate. Vous avez un... Alors, regardez un peu ce qui est particulier, mais retenez pas. Hein. Vous avez un aspartate ici sous sa forme basique et l'autre aspartate en face est sous sa forme acide. C'est complètement dingue. On est dans le même site actif. Il y a donc localement des pH environnementaux qui sont différents, qui font qu'il y a un acide aminé qui est sous sa forme basique et un autre acide aminé sous sa forme acide. Et cet acide aminé sous sa forme basique va prendre en charge, par liaison hydrogène, une molécule d'eau qui va pouvoir alors hydrolyser la liaison peptidique. Ça, c'est une protéase aspartate. Mais il existe aussi, par exemple, des protéases très très connues, des protéases à sérine, où cette fois-ci, c'est une sérine qui va attaquer la liaison peptidique. Donc là, pour le coup, la molécule d'eau intervient, mais elle intervient après. Ok ? On ne va pas rentrer dans ce détail-là, ça sert à rien. Ça, c'est très important. Pas à connaître par cœur, mais écoutez bien, vous devez tout comprendre ça. C'est important, ça explique tout, le métabolisme. C'est-à-dire le métabolisme des animaux. Alors regardez bien, c'est en anglais, certes. Ce qui correspond à des flèches, tout ça là, c'est des enzymes. Ce qui correspond à des petits dessins, que ce soit des triangles ou des ronds, ici, c'est des molécules qui vont être dégradées par les enzymes. Et il y a des codes couleurs, ça a été vraiment super bien fait, quoi. Ici, le code bleu, bleu clair, blanc même, et même noir, tout ça, ce code-là, ça concerne le métabolisme des glucides. Le code rouge, ici, ça concerne le métabolisme, le catabolisme, parce que là, on est sur la digestion. Donc le catabolisme des protéines, peptides, aminoacides, avec les différentes enzymes. Le code jaune, ici, ce n'est rien d'autre que le catabolisme, la dégradation des lipides au cours de la digestion. Donc c'est un sublime poster. Okay, et là, vous avez l'œsophage. Donc là-haut, il y a la bouche. Et vous voyez qu'il y a déjà des enzymes noires qui interviennent sur le bol alimentaire. Alors là, on vous a représenté le bol alimentaire, c'est ce que vous mangez. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bol alimentaire? Eh bien, il y a des ronds rouges, c'est les protéines. Il y a des ovales jaunes, fats, ce sont des lipides, ce sont les graisses. Et puis vous avez des grands triangles bleus, ici. Les grands triangles bleus, c'est ici du starch. Starch, c'est rien d'autre que l'amidon. Donc en fait, c'est ce que vous mangez. Vous mangez de l'amidon, vous mangez du pain, des pommes de terre, des pâtes, vous mangez des protéines, de la viande, des protéines végétales aussi, puis vous mangez des matières grasses, donc des lipides. Tout ça arrive par le bol alimentaire et intervient déjà des enzymes noires. Les enzymes noires, ce sont des amylases salivaires. C'est-à-dire que vos glandes salivaires au niveau de votre bouche vont libérer des enzymes, ce sont des amylases. Avec la mastication, quand vous mangez du pain, vous avez déjà dans votre salive des amylases qui vont découper l'amidon. Alors je vous rappelle quand même, vous devez le savoir, l'amidon, c'est un polymère de glucose. Donc déjà, dans la bouche et au niveau de l'œsophage, vous avez les amylases qui découpent l'amidon pour libérer quoi? Eh bien ça va libérer des disaccharides, c'est-à-dire des groupes de deux glucides. Par exemple de disaccharides, du maltose. Le maltose est constitué de 2 glucoses, du sucrose. Je vous rappelle que le sucrose, c'est le nom anglais du saccharose. Donc glucose, fructose. Et puis du lactose, c'est-à-dire galactose. Un petit souci là, galactose et glucose. Bon, enfin, je revise ça. J'ai un doute. Bref, vous savez, lactose. Donc ça va donner des disaccharides. Et là, on obtient déjà des disaccharides, et ça y est, on arrive dans l'estomac. Stomac, ici, c'est l'estomac. Et alors là, vous voyez qu'il y a une multitude d'enzymes. Ici, par la paroi stomacale, les cellules de cette paroi vont libérer une multitude d'enzymes. Vous avez des enzymes ici rouges, donc des pepsines qui vont interagir. Ces pepsines sont importantes parce que, petit rappel, quand même, je pense que vous le savez, mais au niveau de l'estomac, il y a un pH ultra acide. Ce qui veut dire que les enzymes ici qui sont libérées sont des enzymes qui ont un optimum, un pH optimal ultra acide. Okay, et puis là, vous avez une flèche verte, ce n'est pas une enzyme, faites attention, c'est l'acide hydrochlorique, c'est-à-dire c'est l'HCl. Donc les cellules qui bordent ici les parois stomacales vont générer de l'acide chlorhydrique, du HCl. Donc l'HCl arrive, diminue le pH, et en diminuant le pH,
toutes les enzymes de l'estomac, donc la pepsine notamment, mais aussi cette autre enzyme, ici la jaune, qui est la lipase, qui va dégrader les lipides, c'est-à-dire les triglycérides. Les lipases vont libérer au niveau des triglycérides, ils vont libérer les acides gras. Ce sont des estérases. Et puis aussi, rouge, jaune et puis vert, ben ça y est, on a fait le tour. Voilà. Donc là, on retrouve l'amidon, Stark. On retrouve ici des triangles bleus plus petits, c'est-à-dire des disaccharides. Okay, on retrouve les acides, enfin les lipides, pardon, qui sont dégradés par des lipases et qui vont donner des ronds un petit peu plus petits, c'est-à-dire des fatty acides, c'est-à-dire des acides gras. Donc là, déjà, à partir des triglycérides, on a formé des acides gras. Et puis à partir des protéines, on a formé des peptides, c'est-à-dire des plus petits ronds, peptides. Et puis, il y a la molécule d'eau, ici, là, les grandes fibres bleues, c'est des molécules d'eau. Et tout ça va passer dans le duodénum, ici, c'est-à-dire l'intestin. Alors, vous avez deux types d'intestin. Vous avez deux parties, pardon. Vous avez le petit intestin et vous avez le gros intestin. Et ce qui se passe, c'est pas fini, parce que vous allez passer ici au niveau du duodénum, cette partie avant de rejoindre le petit intestin, le duodénum, il y a des enzymes qui viennent du pancréas qui vont être libérées dans le duodénum. Alors quelles sont ces enzymes qui vont être libérées? Eh bien, vous allez avoir des sels biliaires, salt c'est les sels, bile c'est les sels de la bile, qui vont prendre en charge les lipides, qui vont les accompagner. Et puis vous allez avoir d'autres enzymes qui vont être créées par le pancréas, des enzymes pancréatiques, des enzymes telles que la trypsine et la chymotrypsine qui vont agir. Okay, donc on verra des enzymes pancréatiques qui vont permettre d'hydrolyser. Et donc, à partir de ces disaccharides et à partir de ces peptides, eh bien, on va former ici des monosaccharides dans l'intestin. On va former ici du glycérol. Donc à partir des acides gras, on forme le glycérol. Et puis, je crois qu'on a tout dit. Voilà. Donc là, vous avez vraiment, c'est un fabuleux poster où on voit l'intervention de toutes les enzymes lors de la digestion. En commençant par la salive, les enzymes de la salive, les enzymes stomacales, les enzymes pancréatiques, okay, et puis des enzymes qui sont créées aussi par les intestins. Et bien évidemment, on part de grosses molécules, des protéines, des lipides complexes, d'accord, et l'amidon, et petit à petit on les dégrade. Alors, bien évidemment, pourquoi on les dégrade? On les dégrade, c'est pour récupérer les briques. Hein, je vous ai dit, si vous formez des protéines et que vous les découpez, ça va faire des acides aminés. Pourquoi on fait des acides aminés? Eh bien, pour récupérer ces acides aminés, pour nous-mêmes les utiliser. Mais, ah oui, c'est un truc hyper important que je voulais vous dire. Tout à l'heure, je vous ai dit, ici, attention, les protéases, elles n'ont pas le droit d'être dans le cytoplasme des cellules. Sinon, elles boufferaient tout, quoi. Ultra dangereux, une protéase. Elles doivent donc être soit à l'extérieur de la cellule, soit empaquetées dans des compartiments spéciaux, tels que le lysosome. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe ici, c'est absolument merveilleux. Regardez ici, vous avez, c'est l'anus, c'est là que les matières fécales sortent. Autrement dit, c'est le monde extérieur. Okay, donc ça veut dire que dans le gros intestin, ici, là, c'est la lumière intestinale, c'est le monde extérieur. Le gros intestin, c'est le monde extérieur. Ce qui veut dire que le petit intestin, le small intestine ici, c'est le monde extérieur. Ce qui veut dire que dans l'estomac, c'est le monde extérieur. Dans l'œsophage, c'est le monde extérieur. Dans la bouche, la cavité buccale, c'est le monde extérieur. Et après, après on est à l'extérieur. La lumière intestinale, c'est à l'extérieur des cellules. Donc je vous ai dit, les bactéries, elles n'acceptent pas les protéases à l'intérieur du cytoplasme, donc elles vont les excréter à l'extérieur. Petit problème, c'est que quand elles font ça, les protéases, elles peuvent partir dans le milieu. Et elles sont constamment obligées de refaire de nouvelles protéases, si elles veulent manger des acides aminés. Les animaux, eux, ils sont multicellulaires. Ils ont formé des tissus. Et donc, où sont envoyées les protéases? On ne s'amuse pas, nous, à cracher sur la nourriture, et puis on crache sur le steak, et puis on malaxe le steak. Non, tout ça se passe en nous. Donc en fait, les enzymes sont libérées à l'intérieur de nous, mais à l'extérieur, c'est-à-dire dans une lumière intestinale. Donc ça, c'était un truc hyper important que je voulais vous dire. Donc, les acides aminés
sont dans le monde extérieur. Mais comment faire pour les récupérer? C'est ce qu'on appelle l'adsorption. Et voilà la représentation de l'adsorption. Vous avez ici la lumière intestinale. Tout ça, là, en haut, là, cette couleur, c'est la lumière intestinale. Vous avez des protéines qui sont dans la lumière intestinale humaine. Intervient les protéases pancréatiques qui vont former des oligopeptides de l'ordre de 10 acides aminés. Puis intervient des peptidases qui vont former des di et des tripeptides. Donc là, vous avez un tripeptide, 3 acides aminés, et là un dipeptide. Et des peptidases vont intervenir pour soit cliver les dipeptides et tripeptides pour former des monoacides. Ensuite, on a la barrière intestinale, c'est-à-dire que on n'est toujours pas arrivé au sang. Okay? De quoi est constituée cette barrière intestinale? Ça, vous devez le savoir, c'est très important. Elle est constituée de cellules qu'on appelle des cellules intestinales, autrement dit des entérocytes. Vous connaissiez les hépatocytes qui sont les cellules du foie, et bien là, ce sont les entérocytes. Ces entérocytes, là, il y en a un qui est lié à un deuxième, tout ça c'est un entérocyte, et ils sont liés entre eux par ce qu'on appelle des jonctions serrées. C'est-à-dire qu'ils évitent qu'il y ait des fuites là. Donc il y a des espèces d'agrafes, c'est des protéines, qui forment des jonctions serrées. Là vous avez une autre jonction serrée, donc là vous avez un autre entérocyte. Et bien ce que l'on voit, c'est qu'il y a cette cellule, l'entérocyte, elle a des pôles. Elle a un pôle qui est dirigé vers la lumière intestinale, et elle a un autre pôle qui lui va être dirigé vers un vaisseau sanguin. Donc nous ce qu'on veut, c'est que ce que l'on a digéré dans la lumière intestinale passe dans le sang. Donc il faut des transporteurs. Et bien là, vous avez des transporteurs. Vous avez des enzymes ici qui vont permettre de faire passer de manière simple des acides aminés. Donc là, vous avez un acide aminé qui passe. C'est un sympore, d'accord? Un cosympore, pardon. C'est-à-dire qu'un acide aminé qui rentre fait rentrer en même temps du sodium. Ou alors, vous avez des dipeptides qui rentrent. Donc là, ici, vous avez des di et des tripeptides qui rentrent par des protéines transporteuses aussi, qu'on appelle des peptidases. Donc il y a des enzymes qui sont transmembranaires au niveau du pôle supérieur des entérocytes. Il y a des enzymes transmembranaires qui vont dégrader, qui vont continuer de dégrader les peptides et qui vont en profiter pour récupérer les acides aminés. Ensuite, ces acides aminés qui vont s'accumuler dans la cellule vont être à nouveau transportés à l'extérieur de la cellule. Il y a encore une protéine de transport qui les libère dans le sang. Bien évidemment, regardez ici, le sodium qui rentre s'accumule dans la cellule. Et à force de s'accumuler, il y a un petit problème, c'est qu'il ne peut plus rentrer, parce qu'il y en a trop. Il y a donc un moyen d'éliminer le sodium qui est en trop. Alors, il n'est pas renvoyé de l'autre côté, parce que le sodium, en fait, qui va manquer dans la lumière intestinale, va être comblé par l'alimentation. Mais il aura beau être comblé, si là il y a trop de sodium, ça va s'arrêter. Donc il faut éliminer le sodium qui est à l'intérieur et l'envoyer dans le sang. Donc il y a une pompe, ça s'appelle la pompe, l'ATPase NAK. Cette ATPase NAK, elle clive un ATP, donc elle nécessite de l'énergie, et c'est un antipore, c'est-à-dire qu'elle fait passer un sodium dans le sang et elle récupère un potassium. Donc c'est un processus énergétique qui pompe le sodium et qui donc tire ce sodium vers l'entrée et qui par conséquent en tirant le sodium fait rentrer un acide aminé. Donc les protéines sont clivées, on l'a vu, tout du long, les protéines sont clivées en acides aminés, et puis ces acides aminés sont adsorbés et passent dans le sang. Ok? Parlons à présent du deuxième moyen. Ce qu'on a vu à présent, c'est les protéases extracellulaires. Parlons à présent des protéolyses qui ont lieu dans le lysosome. Voici la représentation. Alors, voici où est le lysosome. Vous avez peut-être déjà entendu parler, vous avez peut-être déjà vu ce poster en biologie cellulaire et moléculaire. Ce lysosome, en fait, c'est une vésicule lipidique. Donc, ce sont des lipides qui forment une sphère, une bicouche ou une monocouche. Je crois que c'est une bicouche lipidique en forme de sphère. Et c'est un véhicule. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des protéases. Et elles sont prisonnières. D'accord? Non seulement elles sont prisonnières, donc elles ne peuvent pas se déplacer n'importe où dans la cellule, hein. Elles ne vont pas pouvoir détruire toutes les enzymes qui se baladent dans le cytoplasme, les enzymes de la glycolyse par exemple, mais en plus, elles sont en dormance, c'est-à-dire elles sont inactivées. Pour qu'elles s'activent, il faut qu'il y ait généralement un changement de pH. Par exemple, dans l'estomac, hein, vous avez un changement de pH, il y a libération d'acide chlorhydrique qui active les enzymes. Donc là c'est pareil, dans le lysosome, les protéases ne sont pas activées. Et puis, il va y avoir un phénomène d'endocytose, c'est-à-dire qu'il va y avoir des particules qui vont être
qui vont être récupérées endocitées. C'est-à-dire que la membrane va former un repli, va récupérer des molécules protéiques. Alors ces molécules protéiques, là on vous met food, ça peut être de la nourriture, mais ça peut être aussi des bactéries. D'accord? Et si ces bactéries ici sont récupérées dans un endosome, en fait c'est de la phagocytose. Vous avez dû voir ça. Donc là vous avez un phagosome. Ce phagosome ici va fusionner avec un lysosome, va tenir un phagolysosome. Et c'est à ce moment-là, lors de la fusion, qu'il y a une activation d'une enzyme qui modifie le pH. C'est-à-dire que vous avez un canal à protons qui va modifier le pH, qui va donc activer les protéases. Et par conséquent, toutes les protéines qui étaient des cibles potentielles vont être dégradées dans le phagolysosome. Et ensuite, les acides aminés, il y a un transporteur, vont pouvoir passer dans le cytoplasme. Donc ça, c'est le deuxième moyen de protéolyse, les phagolysosomes, et donc les lysosomes. Troisième moyen, je vous ai parlé du fameux tunnel. Je vous ai dit, il y a quand même dans le cytoplasme uniquement des cellules eucaryotes, il y a un moyen de dégrader les protéines, c'est de leur coller une étiquette. Je te colle une étiquette, ça veut dire que si je te colle une étiquette, ça veut dire que tu es trop vieille. Donc je te colle une étiquette trop vieille. Et dans ce cas-là, ça veut dire que, paf, tu vas être prise en charge par un tunnel. Et le tunnel va te bouffer. Et il va ressortir des acides aminés. Donc là, en fait, vous avez une protéine trop vieille. Alors comment est-ce que on voit qu'une protéine est trop vieille? Alors ça, c'est la fameuse étiquette là. UB, 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 UB. En fait, il va se former un polymère d'UB. L'UB, c'est rien d'autre qu'une protéine qui s'appelle l'ubiquitine. Pourquoi on l'a appelée ubiquitine, cette protéine? C'est parce qu'elle est ubiquitaire. Ça veut dire quoi le mot ubiquitaire? Vous chercherez dans le dictionnaire. Ça veut dire qu'elle est présente dans toutes les cellules. Donc l'ubiquitine est présente dans toutes les cellules. C'est longtemps demandé à quoi elle servait. Et bien en fait, elle sert à taguer les vieilles protéines. Comment la cellule sait qu'une protéine est trop vieille? Eh bien, regardez, c'est une représentation très schématique, mais là, en fait, vous avez une protéine. Cette protéine, en fait, elle s'est repliée. Je vous rappelle qu'au départ, c'est un spaghetti, une protéine. C'est acide aminé, acide aminé, acide aminé. C'est un polymère d'acide aminé, une spaghetti, qui se replie en 3 dimensions, d'accord, en forme de pelote. Elle se replie. Mais pas n'importe comment. Elle se replie jamais n'importe comment, d'une seule et unique manière, ce qui est assez miraculeux en réalité. Elle fait en sorte que tous les acides aminés hydrophobes soient cachés à l'intérieur, dans le cœur de la protéine, il y a tous les acides aminés hydrophobes. Et ça, c'est une protéine qui a une longue vie. D'accord ? Et au fur et à mesure du temps que cette protéine va servir, quelle que soit sa fonction, que ce soit une enzyme, que ce soit un anticorps, etc., et bien au fur et à mesure du temps, elle va subir des modifications tridimensionnelles, petit à petit. Elle va s'user, elle va subir des déformations tridimensionnelles. Et à tel point que, parfois, il y aura une partie de la protéine qui était censée être cachée, qui va être montrée, malgré elle. Elle va montrer une partie des acides aminés hydrophobes. Et c'est à ce moment-là que le processus de la cellule reconnaît une protéine trop vieille. Et qu'il décide que cette protéine va être taguée par l'ubiquitine. Donc il y a un phénomène qui va consommer de l'énergie, qui va polymériser un tag, qui va étiqueter la protéine trop vieille par un polymère d'ubiquitine. Ce polymère, cette étiquette d'ubiquitine, je vous le mets dans le mille, eh bien, elle est reconnue par le tunnel. Alors le tunnel, c'est un espèce de gros cylindre, d'accord ? Comme vous prenez un rouleau de PQ, ben là c'est pareil, vous avez un espèce de gros cylindre, c'est un tunnel. Et pile poil, ce qui se passe, c'est que le polymère d'ubiquitine est reconnu par l'entrée du tunnel. Donc en fait, dès qu'il y a un polymère d'ubiquitine, paf, il est attiré par l'entrée du tunnel. Et puis le spaghetti va être aspiré par le tunnel. Donc la protéine, elle va être déroulée alors qu'elle avait une structure en pelote. Le spaghetti va être tiré petit à petit, tiré, tiré, tiré. Tout ça coûte de l'énergie. Donc au tunnel, qu'on appelle le protéasome, je vous dis non, c'est une structure macromoléculaire énorme. Tellement énorme, donc là on vous a fait une structuration, une présentation macromoléculaire, ici en 3 dimensions. Ça a été cristallographié, enfin c'est sublime, et résolu, le cristal a été résolu, et il est tellement énorme qu'on arrive à le voir en microscopie électronique. C'est vraiment un tunnel, c'est prodigieux. Et donc le spaghetti est aspiré dans le tunnel, et il y a, vous l'avez compris, dans le tunnel, à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle une chambre catalytique. Vous avez une antichambre, la protéine est aspirée, elle passe dans la chambre catalytique, et c'est là qu'il y a des éléments de la protéine, du tunnel, qui viennent découper
petit à petit la protéine et sont libérés dans l'autre antichambre, sont libérés les acides aminés. Acides aminés ou dipeptides ou tripeptides. Les particules peptidiques, c'est-à-dire les di ou tripeptides, peuvent servir parce qu'ils constituent ce qu'on appelle des antigènes. Ils sont antigéniques. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à un élément de carrosserie de la protéine précédente. Donc, on peut s'en servir pour le système immunitaire. Et donc, ces peptides ici vont être amenés vers les complexes majeurs d'histocompatibilité de classe 2. Le CMH de classe 2, j'espère que ça vous rappelle des choses au niveau de l'immunologie. CMH de classe 2, qui vient, c'est une espèce de main, et le peptide se branche dans la main, et tout ceci est amené en surface de la cellule pour dire « Regardez ce que j'ai trouvé un petit bout de protéine qui ne m'appartient pas, qui appartient à une bactérie. » Et tout ça va activer le système immunitaire. Donc, vous avez des peptides qui sortent du protéasome, qui sont amenés au système CMH, pardon, et puis vous avez des acides aminés qui vont pouvoir être réutilisés pour faire des protéines intracellulaires. Ok ? Mine de rien, on a vu beaucoup de choses. Petit résumé, on a vu les protéases extracellulaires avec la digestion, mais aussi les protéases extracellulaires des bactéries. On a vu les protéases intra-compartiment avec les lysosomes, et là, vous venez de voir les protéases qui se trouvent dans le protéasome grâce à cette petite protéine, c'est toute petite protéine qu'on appelle l'ubiquitin. D'accord ? À présent, on va être amené... alors, je reviens un petit peu... ici, vous avez des notions importantes. Alors, peut-être que vous reconnaissez ce graphique. C'est un graphique dont on avait déjà parlé. Donc, quand on a parlé justement du AW des aliments, c'est-à-dire de l'eau libre. Et on avait dit, il existe différents moyens de dégrader les aliments. Il y a l'oxydation des lipides. Alors, vous voyez qu'on revient au chapitre précédent. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le brunissement non enzymatique. Ce brunissement enzymatique, c'est quand vous avez des acides aminés qui réagissent avec des glucides. Vous avez des hydrolyses enzymatiques et non enzymatiques. Et puis après interviennent les micro-organismes. Vous avez des moisissures, des levures et des bactéries. Et là, vous avez une échelle du AW. Ok ? Ici, là, vous avez un tableau qui est sublime, qui est très intéressant. Parce que, à propos de ce poster ici de la digestion, ok, suivi de l'absorption, mais tout d'abord de la digestion, eh bien, il vous retrace ce petit tableau, toutes les enzymes qui interviennent. Vous avez des enzymes de la digestion des carbohydrates, c'est le terme anglais pour les glucides, donc amylase salivaire, vous avez aussi de l'amylase pancréatique, et puis vous avez des maltases. D'où viennent ces enzymes ? Eh bien, l'amylase salivaire vient des glandes salivaires, l'amylase pancréatique vient du pancréas, et les maltases, qui vont dégrader le maltose, viennent du petit intestin. Où sont libérés site of release. Où sont libérées ces enzymes ? Eh bien évidemment, l'amylase salivaire est libérée dans la bouche, et puis les deux autres dans l'intestin. Et très intéressant, ici, vous avez le pH auquel interviennent ces enzymes. Donc, dans la bouche, l'amylase salivaire intervient à un pH neutre, parce que c'est le pH de la bouche. Alors que les deux autres enzymes interviennent à un pH basique. Regardez un peu ce pH ici, c'est la seule enzyme qui intervient à un pH acide. C'est qui ? Bien évidemment, c'est au niveau de l'estomac, c'est la pepsine. Donc ce sont cette fois-ci des enzymes de la digestion des protéines. Là on était sur les glucides, là on est au niveau des protéines. Donc vous avez la pepsine, la trypsine et les peptidases. Ici ce sont les glandes gastriques qui bordent l'estomac. Il y a des glandes qui vont libérer la pepsine, libérer dans l'estomac, ici, et bien évidemment elles agissent à pH acide. Pour le coup il faut que l'environnement stomacal soit suffisamment acide, d'où les cellules stomacales qui libèrent de l'acide chlorhydrique. Vous avez aussi le pancréas qui va libérer une autre protéase qui est la trypsine. Et cette protéase va agir au niveau du petit intestin, à milieu basique. Et puis les peptidases qui, elles, sont créées par les cellules de l'intestin. Vous avez aussi, on n'en a pas du tout parlé, des enzymes qui vont agir sur les acides nucléiques, donc des nucléases, des nucléosidases. Et puis, alors il ne s'agit pas des RAT digestion, la digestion du rat, c'est des FAT, donc c'est des enzymes qui interviennent sur les lipides, les lipases. Comment sont créées ces lipases ? Eh bien, elles sont créées par des cellules pancréatiques et elles sont libérées, où ça ? Eh bien, dans l'intestin. Je vous montre le dessin pour vous montrer où est le pancréas. Donc, en fait, là, vous avez la bouche, l'œsophage, l'estomac, le duodénum,
et puis le petit intestin, le petit intestin et le gros intestin. Vous allez dire, le pancréas? Eh bien, le pancréas, en fait, c'est une annexe. D'accord? Il y a un petit conduit ici, d'ailleurs il y en a même deux. Il y a un petit conduit, et là vous avez un grand tissu qu'on appelle le pancréas. Le pancréas qui a deux rôles hyper importants. Premièrement, il va créer des enzymes qui vont jouer un rôle dans justement la digestion, la chymotrypsine et la trypsine par exemple. Et deuxièmement, c'est au niveau du pancréas, les cellules bêta des îlots de Langerhans, c'est à ce niveau-là qu'on crée de l'insuline. Et je vous rappelle que l'insuline sert à diminuer le taux de sucre qu'il y a dans le sang. Donc voilà, ce tableau est assez génial, il vous rappelle les différentes enzymes qui sont créées pour dégrader les différents types de molécules existants, les glucides, les protéines, les acides nucléiques et les lipides. Okay. Ici vous avez, bon c'est plus ou moins intéressant, différents types de micro-organismes et leur pH optimum d'intervention au niveau de la dégradation des aliments. Ici vous avez une notion justement dont on va parler, on parle de putréfaction. Vous avez dû voir ça dans le chapitre sur les viandes en STBI. Et la putréfaction c'est quoi? Eh bien c'est toutes les étapes de catabolisme sur notamment les protéines. Donc quand un animal meurt, bien évidemment il va être dégradé, les tissus vont être dégradés, les cellules vont être dégradées, donc les molécules vont être dégradées, les protéines, c'est la putréfaction. Okay. Et ce qui va se passer globalement, c'est quand l'organisme est vivant, eh bien, vous avez un pH qui descend parce qu'on dégrade des glucides et on forme donc des acides. Le pyruvate, hein, c'est un acide, l'acide pyruvique. Donc, quand l'organisme est vivant, eh bien, globalement, le pH descend. Puis, quand l'organisme est mort, eh bien, les enzymes qui vont agir vont notamment libérer les acides aminés. Et à partir des acides aminés, vont libérer l'amine de l'acide aminé. Et ces amines vont jouer un rôle basique. Et donc, lors de la putréfaction, tout simplement, vous avez augmentation globale du pH. Et on en vient à une dernière partie ultra importante, c'est-à-dire le métabolisme de la matière azotée. Okay. Que deviennent ces acides aminés qu'on vient de créer? Donc, les acides aminés, d'accord, que vont-ils devenir? Alors, bien évidemment, ces acides aminés vont permettre de faire d'autres protéines. Mais pas seulement. Ces acides aminés vont aussi permettre de, pourquoi pas, former du dioxyde de carbone, pourquoi pas former du glucose, pourquoi pas former de l'énergie. Je vous rappelle que l'acétyl-CoA peut rentrer par la suite dans le site de Krebs pour faire de l'énergie. Donc, à partir de protéines que vous avez mangées, eh bien, on forme des acides aminés. Ces acides aminés éliminent le groupement aminé, le NH3, d'une part, qui est très toxique, dont il faut se débarrasser. Mais on se retrouve avec un squelette carboné. Qui dit squelette carboné dit que c'est comme les glucides. Finalement, un squelette carboné, c'est comme un glucide. Donc, on peut finalement faire du dioxyde de carbone, du glucose, de l'acétyl-CoA. Mais aussi, on en avait parlé dans le métabolisme des lipides, des corps cétoniques qui sont toxiques. Alors justement, à partir de l'acide aminé, quand on élimine le groupement amine, que devient-il? On verra comment est éliminé ce groupement amine. Eh bien, ce groupement aminé qui est ultra toxique, ici c'est l'ammoniac, vous savez que l'ammoniac c'est toxique, eh bien il doit être excrété du corps. C'est ultra dangereux, il faut le libérer. Et qui est le transporteur? Alors, vous n'avez pas du tout à connaître ce cycle, mais c'est un cycle, c'est une voie métabolique. Ça s'appelle le cycle de l'urée. Et le cycle de l'urée, ça vous rappelle l'urine, tout simplement. Donc dans l'urine, vous avez de l'urée. Cette urée, s'il vous plaît, vous devez la connaître par cœur. Elle n'est vraiment pas compliquée. Elle est constituée, grosso modo, de 1, 2, 3, 4 atomes. 4 atomes plus des hydrogènes. Bon, voilà, c'est tout. Mais regardez bien comme c'est incroyable. Sur les 4 atomes, il y a... Attendez, je récupère mon curseur. Alors, sur les 4 atomes, il y a un azote, 2 azotes. Donc sur les 4 atomes, il y a 2 azotes, un carbone et un oxygène. Autrement dit, quasiment 50% des atomes, c'est de l'azote. Autrement dit, chaque acide aminé qui est dégradé, eh bien, il faut 2 acides aminés dégradés. Donc là, en fait, comprenez que l'urée n'est rien d'autre qu'un transporteur d'ammoniac toxique. Donc l'urée, c'est une molécule transporteuse qui permet d'excréter, de se débarrasser de cet ammoniac toxique. C'est donc l'excédent de protéines que vous avez mangé qui donne un excédent d'ammoniac dans votre corps qui est toxique et qui, par conséquent, va être éliminé sous forme d'urée dans votre urine. Ok? Alors, le cycle de l'urée.
je ne vais pas vous demander de le connaître, mais bon, on va quand même le détailler un petit peu parce que il faut que vous voyez ça, c'est absolument magnifique. Bon, mais très rapidement. En fait ici, tout d'abord, ça commence par cette molécule-là qu'on appelle le carbamylphosphate. C'est le groupement aminé avec un groupement céto et puis un résidu phosphate. C'est super simple. Le groupement phosphate, d'où il vient? Il vient de l'ATP. Donc il faut un ATP, plus eh bien, le céto, il vient d'un dioxyde de carbone, donc un CO2, qui vient pourquoi pas d'un acide aminé. Hein. Mais je vous rappelle que la pyruvate déshydrogénase, hein, elle libère du CO2, décarboxylation, donc là il y a un CO2. Et puis un groupement NH3 qui a été arraché à un acide aminé. Donc NH3 plus CO2 plus ATP, ça donne le carbamylphosphate. Alors vous allez me dire, mais monsieur, on n'est pas encore à l'urée, là, parce que l'urée, en fait, c'est NH2CO, NH2. Donc il y a un problème. Il faut un autre NH2. Bon. Donc en fait, tout ce qui va se passer, les étapes qui sont là, en fait, c'est arriver à rajouter un groupement NH2 au carbamyle qui était là. On avait un NH2, un CO2, avec de l'énergie, et bien il faut un autre NH2. Et donc ça rentre dans une machine à laver, c'est un cycle. Donc le carbamyle rentre dans un cycle. Et bien évidemment, vous l'avez compris, pour faire de l'urée, il faut un autre NH2. D'où vient cet autre NH2? Évidemment, il vient d'un acide aminé. Donc il y a un acide aminé. Ici, c'est l'acide aspartique. Vous avez un acide, COH, carbone alpha, NH2. La chaîne latérale, c'est CH2COH. Okay, c'est le plus simple des acides aminés-acides, c'est l'acide aspartique. Donc c'est l'acide aspartique qui donne le groupement NH2. Ça coûte de l'énergie, mais en tout cas, ici, ça y est, on a quasiment formé le NH2, NH2, C-double-hydro. Alors, quasiment, hein, ça ne ressemble pas encore, mais grosso modo, eh bien, c'est un cycle qui fait rentrer du NH2 et vous libérer de l'urée. Je ne vais pas aller plus loin. Ok? Par contre, ça, vous devez connaître. Ça, c'est très important. Dans le métabolisme et donc dans le catabolisme des acides aminés, vous devez à tout prix connaître toutes ces enzymes très importantes de la putréfaction, mais pas seulement la putréfaction, toutes les enzymes qui vont participer à la bonne physiologie de votre corps. Ce sont les décarboxylases. Et je vous rappelle, hein, juste, les décarboxylations des acides aminés, c'est au programme. Ici, réaction de décarboxylation, de désamination et de transamination. Alors parlons des décarboxylases. Les décarboxylases, décarboxylation des acides aminés. Alors c'est ultra simple. Vous avez un acide aminé. Rappel, hein, un acide aminé c'est quoi? C'est un acide, un COH, un carbone alpha, ici, et un groupement NH2. C'est un acide alpha aminé. Et tout le reste, c'est une chaîne latérale. Ici, vous avez la chaîne latérale du glutamate. CH2, CH2, COH. C'est un acide aminé acide. Il y a un autre COH dans la chaîne latérale. Eh bien, ce glutamate peut subir une décarboxylation. C'est-à-dire qu'on va lui enlever le COOH qui est sur le carbone alpha, décarboxylation, et on obtient une molécule ultra importante. On obtient le GABA, autrement dit, l'acide gamma-aminobutyrique. Alors ça veut dire quoi? Pourquoi gamma-aminobutyrique? Parce que c'est sur le carbone gamma, alpha, bêta, gamma, qu'on a un groupement NH2. Gamma-aminobutyrique, parce qu'il y a 4 carbones en tout. C'est le GABA. Et qu'est-ce que le GABA? Vous pourrez chercher qu'est-ce que le GABA sur Internet. Eh bien, le GABA n'est rien d'autre que, alors il est où? Gamma-aminobutyrate, glu, donne une amine, c'est le GABA, et c'est un neuromédiateur. Les neuromédiateurs, hein, ce sont les petites molécules qui permettent à notre cerveau de communiquer avec les neurones. Un neurone communique avec un autre neurone. C'est tout ce qui fait la communication de notre cerveau. Donc, très important, les neuromédiateurs. Eh bien, voilà un premier neuromédiateur. Deuxième neuromédiateur, très très important, la sérotonine. C'est l'hormone du plaisir, c'est le neuromédiateur du plaisir. C'est ce qu'on appelle les réseaux de récompense. C'est-à-dire que quand vous êtes heureux, quand vous avez récupéré quelque chose qui vous fait plaisir, vous libérez dans votre cerveau de la sérotonine et ça crée du bonheur en vous. D'où vient la sérotonine? Eh bien, d'un acide aminé qui est autre que le tryptophane, acide alpha-aminé, une chaîne latérale avec un CH2 et un cycle énorme ici, qui tout d'abord va être oxydé par une oxydase, donc il va attraper un groupement hydroxyle, ici, donc c'est du tryptophane hydroxylé, qui subit la décarboxylation, donc c'est la tryptophane décarboxylase qui intervient. On décarboxyle
le tryptophane, donc on libère un CO2, c'est une décarboxylase, et on obtient la sérotonine. Et cette sérotonine est très importante, c'est un neuromédiateur du plaisir. Okay, donc le GABA, la sérotonine, et celle-ci aussi est très importante, l'histidine. L'histidine a un acide alpha-aminé avec une chaîne CH2 et puis une maison, c'est l'histidine. L'histidine décarboxylée, l'histidine décarboxylase, donne l'histamine. Alors, ça je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant en fait. Quand vous prenez un acide aminé et que vous lui enlevez un acide, qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'amine. Donc en fait, vous formez des amines. Le GABA est une amine particulière, parce qu'il a un autre groupe moins acide. Bon. La sérotonine est une amine. Eh bien, quand vous décarboxylez l'histidine, vous obtenez l'histamine, c'est une amine. Okay, mais l'histamine, j'espère que vous la connaissez, qu'on vous en a déjà parlé. L'histamine, c'est cette fameuse molécule contre laquelle on lutte, que certaines personnes luttent, qui sont des personnes allergiques, en prenant des antihistaminiques. Et en fait, dans notre corps, dans notre sang, on a des leucocytes. Et quand il y a une réaction d'inflammation, eh bien, ces leucocytes vont libérer des granules qu'ils avaient accumulés. Et ces granules, dans leur cytoplasme, contiennent de l'histamine en très très grande quantité. Donc quand il y a une réaction allergique, les granules d'histamine fusionnent avec la membrane plasmique et vont libérer, ils libèrent des tonnes et des tonnes d'histamine dans le milieu extracellulaire. Et ça fait une inflammation. Donc les gens sont obligés de prendre des antihistaminiques pour éviter que ça gonfle et qu'ils ne puissent plus respirer. Donc voilà l'histamine, comment est-elle créée? Par une décarboxylase qui vient ici former de l'histamine. Okay, mais il y a plein d'autres exemples de décarboxylases qui sont importantes. C'est dommage, je n'ai pas le poster, mais les enzymes, les décarboxylases de la putréfaction, la putrécéine par exemple, ou la cadavérine, qui sont rien d'autre que des décarboxylations, il me semble, de la lysine, de l'arginine et de l'ornithine. Donc, quand vous décarboxylez ces acides aminés-là, eh bien vous formez des molécules odorantes, parce que les amines sont des molécules odorantes. C'est ce qui se passe un petit peu quand le poisson se dégrade à l'air libre. Bien évidemment qu'il y a des protéases qui vont intervenir, mais il y a aussi des décarboxylases qui vont intervenir, qui vont former les amines, et toutes ces amines ont des odeurs très caractéristiques, et le poisson va avoir une odeur de putréfaction, on va former de la putrécéine entre autres, mais aussi de la cadavérine. Donc quand un corps se dégrade, quand un corps est mort et qu'il se dégrade, par des enzymes, notamment des enzymes microbiennes, et c'est pour ça qu'on demandait dans le programme de faire une relation avec le cours de microbio, non seulement le cours, mais aussi les TP. Donc vous avez vu dans les macrogaleries, dans les microgaleries, qu'il y a des enzymes qui sont des décarboxylases, et il y a des enzymes qui sont des désaminases. Okay, donc là on est sur les décarboxylations des acides aminés, c'est-à-dire les décarboxylases qui forment les amines. Donc pour finir, regardez ici le tryptophane qui permet de former la sérotonine, qui est un neuromédiateur, le glutamate qui permet de former le GABA, qui est un neuromédiateur, l'histidine qui permet de former l'histamine, qui est un médiateur immunitaire, je vous en ai parlé, mais qui est aussi un neuromédiateur qu'on trouve aussi dans notre cerveau. À partir de l'histidine, on forme la dopamine. Vous comprenez bien que la dopamine va permettre de vous doper, donc ça permet d'exciter un petit peu votre cerveau. Et puis, vous avez d'autres molécules excitantes très importantes que tout le monde connaît. L'adrénaline. Quand on dit j'ai eu un shoot d'adrénaline parce qu'il m'est arrivé un truc incroyable qui m'a fait sursauter, eh bien, l'adrénaline, c'est rien d'autre qu'une amine qui vient d'un acide aminé qui a été décarboxylé, qui est la tyrosine, qui est un acide aminé. Donc, la tyrosine décarboxylée donne de la noradrénaline et de l'adrénaline qui se ressemblent. La noradrénaline est un neuromédiateur, l'adrénaline est une hormone qui permet d'activer les battements de votre cœur. Ok? Mais il y en a d'autres. Voilà, il y a d'autres éléments. L'aspartate qui forme la bêta-alanine dont on a déjà parlé, la bêta-alanine qui appartient, on avait décrit le coenzyme, on avait dit il y a une partie du coenzyme, c'est de la bêta-alanine. Et bien ça dérive de l'acide aspartique qui a subi une décarboxylation. Ok? Ça c'était la décarboxylation des acides aminés. Et toute dernière partie du cours de biochimie de ces 2 années, la désamination qui n'est pas une partie mince, hein, désamination des acides gras, qui permettra ensuite de basculer sur la transamination. Alors tout d'abord, parlons de la désamination oxydative des acides aminés. Alors, quand vous avez un acide aminé,
vous avez un acide, carbone alpha, aminé. Donc là, vous avez un acide aminé quelconque avec une chaîne R. Quand il subit une désamination, ici, eh bien, ce groupement amine, en fait, va être récupéré pour former du glutamate. Okay? C'est-à-dire qu'on forme un autre acide aminé, on forme du glutamate, et ensuite, le glutamate, lui, va libérer le groupement aminé, le NH3+, pour former de l'ammonium quaternaire, le NH4+. Quand vous coupez le groupement amine du glutamate, vous formez une molécule qui est un alpha-cétoacide. Cette molécule, on l'a déjà vue dans le cycle de Krebs, n'est rien d'autre que l'alpha-cétoglutarate. Alors, je vous remontre. Ici, vous avez un groupement COH. Ici, vous avez carbone alpha. Imaginez que là, il y a un NH2. Ce serait le glutamate. Donc, COH, carbone alpha, NH2, puis CH2, CH2, COH. Regardez. COH, carbone alpha, NH2, puis CH2, CH2, COH. Donc ça, c'est le glutamate. Ce glutamate, quand vous lui enlevez son groupement aminé, eh bien, vous formez l'alpha-cétoglutarate. Eh bien, il se trouve que l'alpha-cétoglutarate, il peut de nouveau récupérer un groupement amine, donc NH2, et redevenir du glutamate. D'où vient le groupement amine? Eh bien, ce groupement amine vient d'un autre acide aminé. Donc, n'importe quel acide aminé peut fournir son groupement amine à l'alpha-cétoglutarate pour donner du glutamate. Ensuite, le glutamate libère le groupement NH4+. Que devient le groupement NH4+? Eh bien, on l'a vu tout à l'heure, le groupement NH4+, lui, il va servir à faire de l'urée. Donc, quand vous avez mangé trop d'acides aminés, trop de protéines, eh bien, l'amine, lui, va aller sur l'alpha-cétoglutarate pour former du glutamate. Le glutamate se libère de l'ammoniac, enfin de l'ammonium quaternaire, NH4+, qui va rentrer dans le cycle de Krebs pour donner de l'alpha-cétoglutarate, qui va de nouveau donner du glutamate, etc. D'accord? Donc là, vous avez une espèce de petit cycle où l'acteur principal, les acteurs principaux sont le glutamate et son alpha-cétoglutarate, le glutamate, l'alpha-cétoglutarate, le glutamate, l'alpha-cétoglutarate. Ok? On nous dit, le groupe alpha-amide de nombreux acides aminés, ici, est transféré à l'alpha-cétoglutarate pour former le glutamate. Le glutamate est ensuite désaminé oxydativement. Donc on va voir comment, ici, le glutamate perd son NH4+. C'est une désamination oxydative. Et on forme alors le NH4+. Donc voilà comment ça se passe, la désamination oxydative du glutamate. Ici, vous avez le glutamate, et on va donner l'alpha-cétoglutarate. Et vous voyez que ce carbone, le carbone alpha de l'acide aminé, il était lié à un azote, et là, il va être lié à une double liaison oxygène. Donc en fait, ça n'a pas l'air comme ça, mais si on faisait le calcul du nombre d'oxydations de ce carbone, on verrait qu'il a subi une oxydation, plus 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a perdu 2 électrons, et 2 hydrogènes pour le coup. Où sont passés ces électrons, ces hydrogènes? Eh bien, dans le mille, c'est un coenzyme d'oxydoréduction. Donc là, vous avez du NAD+, qui devient du NADH+. C'est donc une désamination oxydative. Et bien évidemment, on libère le NH4+, et l'alpha-cétoglutarate. D'accord? Donc ici, là, cette étape-là, c'est la désamination oxydative du glutamate en alpha-cétoglutarate. Puis l'alpha-cétoglutarate récupère une fonction amine, on va voir comment, d'un acide aminé pour donner du glutamate. Alors voilà comment ça se passe. L'alpha-cétoglutarate rencontre un acide aminé quelconque, ça peut être l'alanine, ça peut être l'acide aspartique, et donc cet alpha-cétoglutarate va donner du glutamate, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Puis le glutamate subit une désamination oxydative, il libère du NH4+, et il devient du alpha-cétoglutarate. L'alpha-cétoglutarate rencontre un autre acide aminé, devient du glutamate, qui subit une désamination oxydative pour libérer du NH4+, et de l'alpha-cétoglutarate. Donc comprenez par là qu'il y a un couple central, qui est le glutamate et l'alpha-cétoglutarate, qui tournent en rond, machine à laver. Et dans cette machine à laver apparaît un acide aminé. L'acide aminé libère un amine, une fonction NH2. Donc l'acide aminé, quel qu'il soit, libère une fonction amine. Et là, c'est ce qu'on appelle une réaction de transamination. C'est la dernière partie du cours, je vous le promets. On l'a déjà parlé de cette réaction de transamination, mais regardez bien. Vous avez un acide aminé, acide, carbone alpha, groupement amine. Il a une chaîne latérale R1. Et là, il rencontre l'alpha-cétoglutarate. Je vous rappelle, l'alpha-cétoglutarate, sa formule, c'est
un groupement COH, un céto. C'est un alpha-céto-glutarate parce que ça ressemble au glutamate. Le glutamate, c'est qu'à la place du céto, vous avez un NH2. Puis vous avez CH2, CH2, COH. C'est le glutamate. Donc CH2, CH2, COH. Donc ça, c'est l'alpha-céto-glutarate. Okay, donc l'alpha-cétoglutarate est là et il a une chaîne R2. Quand cet alpha-cétoglutarate rencontre un acide aminé 1, eh bien, en fait, ils vont s'échanger ici. Il y a un échange, c'est-à-dire que l'alpha-cétoglutarate, l'alpha-cétoacide, va prendre la chaîne latérale R1 à la place de R2. Et ça va former un deuxième cétoacide. Mais, du même coup, l'acide aminé 1, lui, va prendre la chaîne R2 et va donner un autre acide aminé. Donc, en fait, à partir d'un acide aminé, vous formez un deuxième acide aminé. Si jamais c'était l'alpha-cétoglutarate qui était là, quel autre acide aminé vous formez? Eh bien, bien évidemment, si c'est l'alpha-cétoglutarate, vous formez le glutamate. Donc en fait, ce couple-là, il intervient tout le temps. Vous avez l'aspartate qui donne son groupement NH2 à l'alpha-cétoglutarate pour donner le glutamate. Mais que devient l'aspartate? Eh bien, le squelette carboné devient de l'oxaloacétate. Alors là, j'espère que ça vous rappelle quelque chose. L'oxaloacétate, c'est une des premières molécules du cycle de Krebs. C'est lui qui fait rentrer l'acétyl-CoA. Oxaloacétate plus acétyl-CoA. C'est le cycle de Krebs. Donc l'oxaloacétate ici rentre dans le cycle de Krebs. Donc là, vous avez un lien merveilleux entre les protéines hydrolysées en acides aminés, les acides aminés qui vont être désaminés pour rentrer ensuite sous forme d'oxaloacétate. Donc le squelette carboné, oxaloacétate, qui rentre dans le cycle de Krebs. Ok ? Autre acide aminé, autre exemple, l'alanine. Donc je vous ai dessiné ici l'alanine. Donc acide, carbone alpha, amine, et la chaîne latérale de l'alanine, qui est très très simple, hein, c'est le deuxième acide aminé le plus simple. C'est pas un hydrogène comme la glycine, c'est un CH3, un groupement méthyle. Groupement méthyle, ça forme l'alanine. Et bien quand vous enlevez le NH2, quel est donc l'alpha-cétoacide que vous formez? Si vous mettez un céto à la place du NH2 ici, bien vous mettez un céto. Quelle est cette molécule merveilleuse? C'est du pyruvate. Donc, à partir de l'alanine, qui est un acide aminé des protéines, par désamination et donc transamination, vous formez du pyruvate. Et bien évidemment, le pyruvate va rentrer dans cette voie qui est la voie du cycle de Krebs. Donc, au final, vous voyez quoi? Ben, vous voyez que, je reviens ici, les acides aminés sont dégradés par désamination, le groupement amine rentre dans le cycle de l'urée, passe dans l'urée, et l'urée, c'est un détritus qui est éliminé par l'urine. Par contre, le reste du carbone, le reste du squelette carboné, eh bien, va permettre de passer dans le cycle de Krebs, c'est-à-dire de former de l'acétyl-CoA notamment, mais aussi des corps cétoniques, des corps toxiques. Ok? Ça y est, je vous ai dit l'essentiel, les autres je ne vous les montrerai pas, je vous ai dit l'essentiel de ce dernier chapitre sur le métabolisme des acides aminés. Je récapitule ce qu'on vient de voir, mais très rapidement, hein. Il est 1h48, très rapidement. On a vu la fin du métabolisme des lipides. Je vous rappelle juste un truc, c'est que vous avez un TD à faire. Vous avez le TD que vous devez me rendre, le TD, et je vous marquerai sur le site internet, je vous marquerai, et même sur le NT, à quel moment vous devez me rendre le TD. C'est un TD avec 2 petits exercices sur le métabolisme des lipides. On a vu la fin du métabolisme des lipides, vous avez le TD à faire, et on vient de voir le métabolisme en entier des protéines, c'est-à-dire des composés azotés. On a fini la biochimie structurale, la biochimie métabolique des 2 années du BTS. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que dès la semaine prochaine, c'est-à-dire dès la rentrée, quand on se retrouve, on commence les annales. D'accord? Donc vous ne stressez pas, vous n'avez pas besoin de réviser. Ça serait bien que si vous avez fait des fiches de biochimie, vous les ameniez, mais on va travailler les annales. Je vous distribuerai les sujets, et puis on ira très vite. On n'a que 3 semaines. Mais c'est énorme, 3 semaines. 3 semaines, c'est énorme pour faire des annales. C'est la première fois que ça m'arrive d'avoir autant de temps. On a 3 semaines pour faire des annales. Ça va vous permettre de voir quoi? Même si vous ne savez rien, ça va vous permettre de voir que c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Sous-entendu, il va peut-être falloir apprendre par cœur les réponses à ces questions qui reviennent tout le temps. Et puis à force de voir ces questions qui reviennent souvent, eh bien vous saurez les faire
et vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez revoir beaucoup de choses sans vous en rendre compte. Ça va être génial et je suis donc très content d'avoir fini le programme aujourd'hui. 1h49 et 46 secondes. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Vous me faites ce TD, vous me devez me rendre ce TD dans une semaine. Je vous souhaite une bonne soirée. Hasta luego.